Et quand j'ai commencé à me lever le matin et aller, on va dire, un peu vomir les tripes, là, ma femme m'a dit, mais il y a un souci, quoi. Je vivais ce qu'on appelle le harcèlement moral. Mais c'est un comportement qui est très manipulateur. C'est-à-dire, en gros, là, j'ai besoin de toi. Vincent, t'es incroyable, t'as l'air très créatif, c'est génial, je te fais confiance, vas-y. Et 3 jours après, une fois que tu fais la présentation, mais c'est n'importe quoi, t'es qu'une grosse merde, t'as rien compris à ce que je t'ai dit. Parce qu'en fait, en face, le harceleur, c'est quelqu'un que tu détestes. T'as envie de lui mettre le feu, t'as envie de tu as des idées noires, quoi. Sur les réseaux, on en parlait avant, plein de techniques pour développer son entreprise via le digital. Et je vois énormément d'entrepreneurs déçus. C'est qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? Tu cherches qui? Tu cherches quoi? T'es où dans 5 ans? Comment moi je peux te vendre auprès de mes clients? Tu recommandes un mec, tu vois, tu recommandes un nom, une dame, une personne. Et ça, les gens n'ont pas en fait intégré dans leur process. Vincent Fournier est un entrepreneur assez atypique. Je me suis beaucoup retrouvé en lui. Lui, il prône la gentillesse. Un de ses leitmotifs, c'est semer avant de récolter. Il aime rendre service. Sa phrase favorite, c'est « Comment je peux t'aider ?» Et ce qui m'a fasciné dans la conversation que nous avons eue, c'est qu'au fil des années, il a construit une entreprise qui lui ressemble et qui ressemble à ses talents. C'est un homme relationnel, c'est un commercial, un networker. Et il a créé le réseau Protéine. C'est plus de 100 clubs d'affaires en France. Il fait plus d'1,6 million de chiffre d'affaires. Il a une belle équipe autour de lui et il aide des milliers d'entrepreneurs toutes les semaines à être solidaires commercialement parlant. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent pour se donner des affaires, pour s'encourager, se soutenir et développer ensemble leur entreprise. J'adore ce modèle. Je crois qu'il va parler à beaucoup d'entrepreneurs qui cherchent à se sentir soutenus dans leur développement. Dans cette interview, on va aussi parler d'un des épisodes les plus durs de sa vie. Il en a parlé librement et je le remercie de ça, de son divorce, l'impact que ça a eu sur sa vie personnelle, sur sa vie de famille. Il a 4 enfants. C'est une des plus belles interviews que j'ai faites. Je remercie énormément Vincent pour son authenticité, pour cette conversation qui, je le crois, va encourager plus d'un. Vincent, ta vie entrepreneuriale a commencé dans un contexte un peu difficile, suite à un harcèlement moral dans l'agence dans laquelle tu étais salarié. Il t'a fallu te réinventer complètement, tu as déménagé, et de là est né le réseau Protéine, un club d'affaires qui rejoint une centaine d'antennes. Comment as-tu pu transformer cet événement traumatique en une magnifique opportunité? Bonjour David. Écoute, pour commencer, la communication, c'est ce que j'aimais tout de suite en fait. D'accord. Donc je viens d'une famille de pompiers, tu sais, sauver ou périr. Ok. La dimension sociale est importante. Et puis j'ai un côté créatif qui fait qu'à un moment donné, j'étais attiré par ce métier. Donc après mon bac, mon BTS, j'ai bien sûr à mon âge fait l'armée. Donc j'ai fait l'école de gendarmerie. Ok. Voilà. Et puis j'ai trouvé un job tout de suite, puisqu'à l'époque on trouvait assez rapidement. Donc sur l'île, dans cet univers de la communication où souvent on dit que les publicitaires sont de si beaux techniciens de la séduction des apparences. Ok, bien. Donc j'ai commencé, moi, j'ai commencé en ce métier et puis on m'a dit bah voilà, il y a un poste de téléprospecteur pour aider le chef de pub à trouver des projets. Bah j'ai dit ok, très bien, allons-y, puis on verra plus tard. Donc j'ai commencé par ça et puis c'était dur parce qu'il fallait prendre des rendez-vous et donc j'avais un objectif d'en prendre au moins 2 par jour. Et je me souviens dans cette boîte qui était une boîte familiale, très intéressante, très sympa, où le patron avait recommencé de zéro. Donc on s'est retrouvés à 4 dans une agence, pour ceux qui sont lillois, rue Nationale. Okay. Et puis on a déménagé sur la Madeleine et donc parfois j'appelais même tout seul dans l'agence puisque l'agence avait déménagé et j'avais le téléphone ici. Et puis j'ai pris des beaux rendez-vous, notamment pour une parfumerie connue française avec qui on a beaucoup travaillé. Et puis de fil en aiguille, j'ai effectivement monté les échelons, producteur de dossiers, chef de pub, pour prendre des jeux de dossiers. Ça a duré 7 ans et demi. Et puis à un moment donné, j'ai voulu aller voir ailleurs, en choisissant une marque internationale. Donc j'ai été pris tout de suite. Et puis ça a été compliqué avec mon directeur général. D'accord. Qui me disait un certain jour j'étais très bon, et d'autres jours j'étais très nul. Ah ouais. Et c'est là où j'ai compris que finalement j'avais quelque chose. Donc j'ai eu du mal à le définir parce qu'à l'époque ça arrive toujours aux autres mais jamais à toi.
Et quand j'ai commencé à me lever le matin et aller, on va dire, un peu vomir les tripes, là, ma femme m'a dit, mais il y a un souci, quoi. Voilà. D'accord. Et c'est là où j'ai compris que je vivais ce qu'on appelle le harcèlement moral. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu pour tenir. Et à un moment donné, tu tiens pas, quoi. Donc, il faut trouver une solution. Et la solution, c'était de me dire, finalement, est-ce que je fuis cet environnement d'un gars qui a vraiment la main sur moi. Et donc, j'ai été voir le PDG et je lui ai dit, voilà, je veux partir. Voilà ce qui se passe. Il m'a dit, où est-ce que tu veux aller? Et comme c'est une agence nationale, je lui ai dit, je veux aller à Toulouse. D'accord. Alors, pourquoi Toulouse? Simplement parce que ma grand-mère y habitait. Donc, quand j'étais petit, ma mère m'envoyait là-bas. Donc, c'était l'avion. J'avais 8 ans. Donc, avec ma grand-mère, j'ai fait le pas de la case. J'ai connu l'accent toulousain. J'ai connu le chemin de croix à Lourdes. Je l'ai fait 2 fois. Enfin, ouais, c'était... En fait, je pense que j'ai ancré en moi plein de souvenirs et de belles émotions qui sont remontées, en fait, je pense, à ce moment-là. Et mon ex-femme, ma femme à l'époque, je lui dis, écoute, si tu veux, on peut partir. Et qu'est-ce que tu penses de Toulouse? Puisque Toulouse, c'est la mer, la Méditerranée, voilà, l'océan, la montagne. Et puis, il y a quand même un bassin d'étudiants intéressant. Tous les enfants peuvent faire plein de choses. Donc, on a aussi pensé aux enfants. À l'époque, j'en avais 2. Ok. Et on a dit, bingo, on s'en va. D'accord. Donc, on est descendu. C'était en 2001. Donc, tu vois, ça fait 23 ans. Donc, sans regret. Sauf peut-être je suis arrivé à 28 août, il faisait une chaleur à crever. Et je me suis dit, c'est pas possible, on peut pas rester là. Et finalement, on s'est acclimaté. D'accord. Et j'ai vraiment aimé cette région, que j'aime encore d'ailleurs. D'accord. Donc là, tu changes au sein de la même boîte de poste. Ouais. Mais après, tu décides de quitter la boîte et de te lancer. Alors, effectivement, donc je change de poste dans la même société, qui est une société qui utilise la même marque. Mhm. Donc, souvenez-vous, 2001, septembre 2001, donc les attentats aux États-Unis. Et puis, nous, on avait vécu AZF. Donc, l'explosion d'AZF, c'était compliqué. Et fin septembre, on me dit, en fait, finalement, on ne te garde pas. On n'a plus de budget, on n'a plus les moyens. Et là, je m'aperçois que je me fais, en fait, finalement, berner par la grosse structure. Et donc, je rentre chez moi avec... alors, comme je fais beaucoup d'humour, je rentre chez moi avec le magazine Rebondir. Ok. Je me dis à ma femme, j'ai plus de boulot. Ah ouais, d'accord. Et donc, plus de boulot. Et je me dis, c'est pas grave, on va trouver une solution. Mais comme j'étais pas très bien, je me suis dit, bon, je vais effectivement trouver un job. Je vais travailler le matin et puis l'après-midi, je ferai du sport, quoi, en fait. Donc, j'ai trouvé assez rapidement. C'est ça qui était assez fou, par une boîte aveyronnaise, une imprimerie aveyronnaise, qui m'a, je dirais même, accueilli. En fait, les Aveyronnais ont une façon d'accueillir qui est, à mon sens, extraordinaire. Et donc, voilà, j'ai été accueilli et j'ai fait tout ce que je pouvais. Mais j'avais en tête ce projet que j'avais depuis des années de monter ma propre société. Et je pense que ce qui m'est arrivé a accru cette envie. Et en fait, je me suis aperçu dans ce métier de commercial, où il fallait rencontrer des gens. Avant, tu t'es tapé aux portes, tu rentrais chez les gens, bonjour, ça va. Ça s'est perdu aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Je me suis dit, j'ai un produit à vendre, mais mes concurrents ont 50 balais, moi j'en ai 30, donc ils sont meilleurs que moi, ils ont l'expérience. Tu vois, ils ne sont pas vieux, ils ont l'expérience. Et je me dis, comment je peux faire pour être meilleur qu'eux? Parce que je me suis fait embaucher, et moi, mes règles et mes valeurs, c'est je dois satisfaire mon patron et faire en sorte que je concrétise mes objectifs. Et là, c'était pas évident. Et donc, je trouve une astuce qui est très simple, qui était très très simple d'ailleurs. C'est-à-dire, je sors de rendez-vous et je dis, monsieur David, en dehors de mon métier, est-ce que je peux vous aider? Et là, soit j'ai 2 réponses, c'est non, j'ai besoin de rien. Ou soit, tiens, en fait, on cherche une secrétaire. Tiens, on voudrait déménager. Tiens, on voudrait acheter des camions. Est-ce que tu connais un routier, enfin, un vendeur de camions? Et là, en fait, je me suis aperçu que je récoltais de l'information commerciale qualifiée que je pouvais donner à quelqu'un d'autre. D'accord. Et là, je me suis dit, mais c'est génial, parce qu'en fait, pourquoi je ne créerais pas un groupe? C'est une question interrogative. Un groupe de commerciaux, et en fait, on s'entraide, on s'échange les contacts, les affaires. Donc ça, c'était en 2001. D'accord. C'était en septembre 2001, octobre 2001. Donc là, j'avais quelques commerciaux, donc on se voyait dans les restos, on se filait des cartes, et ça marchait pas comme je voulais, parce que quand je les appelais, ils me disaient, je l'ai pas fait encore, ça manquait de rigueur. Donc, mon premier constat, c'était, waouh, j'adore ça.
j'aime ce contact, le fait de rendre service. Et si finalement, ça pouvait être mon métier, en fait. Mais si ça pouvait être mon métier, il faudrait quand même que je l'améliore en peut-être l'informatisant. Donc en faisant du suivi, parce que bon, c'est bien de donner une info à l'oral, mais il faut que ça suive. Et puis finalement, en créant des événements. Et l'événementiel, moi, j'adore ça. J'ai d'ailleurs créé mes événements à mes anniversaires. Voilà, j'avais du monde à mes anniversaires. C'était rigolo. Je négociais avec les discothèques. C'était sympa. Et puis, je me suis lancé dans l'aventure. Il a fallu que je trouve un informaticien. Et la chance m'a souri en achetant une maison, puisque mes voisins étaient tous les deux des développeurs. Donc forcément, entre 2 verres de rhum arrangé, bien entendu, l'alcool est dangereux pour la santé, mais entre 2 verres de rhum arrangé, un jour, je lui ai dit, écoute, voilà le projet. Qu'est-ce que t'en penses? Il m'a dit, écoute, ouais, ça m'intéresse. OK. Et donc, on s'est lancé dans le projet. Ça a duré à peu près 2 ans pour qu'on mette en place le concept. 2002-2003. Et en 2004, j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis allé voir les grosses boîtes pour leur dire, voilà ce que je monte. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah tiens, OK, ça m'intéresse, on y va. Alors, la première personne qu'il fallait convaincre, c'était le banquier. Et la première chose que m'a dit mon banquier, il m'a dit, écoutez, monsieur Fournier, désolé, mais j'ai rien compris. Est-ce que vous pouvez revenir avec un PowerPoint? Et là, je me suis dit, OK, je vais devoir évangéliser le concept parce que, en fait, on ne connaît pas vraiment, quoi. À l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait, bien entendu, les francs-maçons, les Rotary, les Lions Club, mais pas de réseau d'affaires, en fait, proprement dit. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, j'aime ce que je fais, on va y aller tranquillement, on va le faire. Donc, j'ai lancé l'aventure en avril-mai. J'ai eu à peu près 8 signatures ou 8 engagements en octobre et j'ai monté le 5 octobre 2004 le premier club d'affaires que j'ai appelé RELVICOM, Réseau Local Virtuel de Commerce. Et on était à peu près 9 grosses boîtes. Il y avait, 9 grosses boîtes. Il y avait des grands garages Peugeot, si je peux les nommer. Il y avait Canon Midi-Pyrénées, il y avait Algeco, il y avait SFR, il y avait Plastimage, tu vois, avec qui je suis encore là en contact. Il y avait un déménageur avec qui je suis encore en contact. Et ces gens-là, hormis Canon parce qu'il est parti à Paris, SFR aussi, je suis encore avec eux en contact. Alors ils sont en retraite, mais je joue au golf avec eux. C'est incroyable quand même. Alors il y a plein d'éléments sur lesquels j'ai envie de réagir. Peut-être le premier élément, parce que d'autres vont peut-être se retrouver aussi dans cette situation. Tu me disais en off juste avant que cet harcèlement moral que tu as suivi, il a fallu s'en remettre derrière. C'était pas juste OK, ciao, bye, je passe à autre chose. Quelqu'un qui est, j'imagine, un peu lunatique, un peu qui un jour t'encourage, l'autre te redescend. Comment émotionnellement t'es sorti de ça? Parce que ça doit quand même pas mal impacter la confiance en soi. Ça te blesse et ça t'interdit de revivre la même chose. D'accord. Donc, j'ai eu un directeur régional qui était très gentil. Franchement, on s'entendait bien. Mais au moment où il montait la voix, moi, je montais la voix. Donc, ça voulait dire stop. Tu peux pas m'atteindre. Donc, il y a eu cette phase-là. Après, il y a eu la phase psychologique. Donc, il a fallu aller voir un psy parce qu'il faut te soigner. Parce qu'en fait, en face, le harceleur, c'est quelqu'un que tu détestes. Tu as envie de lui mettre le feu. Tu as envie tu vois. Tu as des idées noires, quoi. D'accord. Et puis finalement, la meilleure des choses, c'est de le pardonner. D'accord. Alors, bien sûr, j'espère qu'il ne fait plus ça. À mon avis, il n'est plus là aujourd'hui. Mais le pardon, ça m'a permis d'être soulagé. Et puis de toute façon, de ne pas reproduire ce que tu as vécu, en fait. D'accord. Et en fait, ce harcèlement, pour moi, finalement, je le vois pas comme une bénédiction, mais comme finalement le fait de m'avoir lancé, quoi, en fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui disent, je vais me lancer, je vais faire ceci, peut-être que je vais faire ça. Et puis là où on m'écoute peut-être maintenant, tu as peut-être des gens qui vont dire, mais putain, mais il a raison, ça fait 20 ans que je montais un truc, je l'ai pas fait. Mais putain, mais vas-y, agis, action, l'action. Et ce qui m'est arrivé, je pense que 2 choses se sont révélées. La première, c'est de monter ma boîte, pour être indépendant. Et c'est pour créer ce que je voulais faire depuis 10 ans. Puis la deuxième, de ne pas reproduire ça, en fait. Donc, être plus bienveillant avec les gens. L'humain, c'est ce qu'il y a de plus complexe, toi. Quand tu as une équipe, tu sais ce que c'est. Ils sont tous différents. Oui. Alors, on étudie, là... Moi, j'étudiais le disque de Marston, là, bleu, rouge, jaune, vert. Chez moi, j'ai des bleus qui sont développeurs informatiques. J'ai des jaunes, des verts, des rouges. On essaie de faire ensemble une chose très bien, mais c'est sûr que
Ce qui m'est arrivé, moi, ça m'a permis d'avancer. Donc, je le prends comme une force, en fait, aujourd'hui. Ouais. Et comment, est-ce que maintenant, ça t'a permis aussi d'identifier ces profils? Alors aujourd'hui, il y a un terme qui est assez à la mode, peut-être des pervers narcissiques ou quoi. Est-ce que ça t'a donné cette sensibilité, cette analyse de dire « Ouh là là, cette personne-là, je ne vais pas m'embarquer parce que justement, elle a ce profil ». Alors, ça dépend où est ta place. Aujourd'hui, aujourd'hui, nous recrute des gens. Donc, on peut le voir dès le départ. Mais la fonction que j'ai aujourd'hui et les gens avec qui je suis, ce sont que des indépendants. Donc, il n'y a pas de salariat. Oui, il n'y a pas de rapport d'autorité. Ouais, voilà. Donc, mais moi, j'ai vu, tu vois, pour l'avoir aussi traversé ça, ouais. Même vis-à-vis de mes clients, je le sentais ça. Et je me disais, c'était souvent une mauvaise idée de travailler avec eux parce qu'ils allaient faire ça avec mes salariés. Ouais. Tu vois, en fait, c'est un comportement qui est très manipulateur. C'est-à-dire, en gros, là, j'ai besoin de toi. Vincent, t'es incroyable, t'as l'air très créatif, c'est génial, je te fais confiance, vas-y. Puis 3 jours après, une fois que tu fais la présentation, mais c'est n'importe quoi, t'es qu'une grosse merde, t'as rien compris à ce que je t'ai dit. Si, j'ai repris le brief, vous m'avez dit de faire du jaune, de faire ça. Et en fait, je me suis rendu compte, moi, je suis assez d'accord avec toi, ça m'a permis d'avoir comme un radar à ce genre de profil. Et je remarque que vaut mieux s'en tenir éloigné, parce que même si avec moi ils sont souvent, puisqu'on parle de pair à pair, sympas, parce qu'il n'y a pas de lien d'autorité, mais ils peuvent être assez destructeurs pour les équipes. Ouais, c'est vrai. Alors chez nous, on a la chance d'avoir monté un système où finalement, les gens que tu amènes dans ta communauté te ressemblent. Moi, si la personne ne me ressemble pas, on n'ira pas plus loin, quoi. Ouais. Dans ta présentation LinkedIn, tu dis « Je suis rassembleur de chefs d'entreprise commercialement solidaires ». Ouais, solidaire. Ouais. J'aime trop cette punchline. Moi, je suis fasciné par les punchlines un peu créatives, donc de mots qu'on a moins l'habitude. Tu mets des concepts qui n'ont rien à voir ensemble, mais en même temps qui disent tout. Et je trouve ça génial. Maintenant, j'aimerais bien que tu m'expliques ça par commercialement solidaire. Ouais. Bah, c'est très simple. Quand j'ai démarré l'activité il y a 20 ans, tout le monde avait son fichier. D'accord. Et son fichier, c'était chasse gardée. Ah oui. Personne ne prêtait son fichier. Et je disais aux gens, mais c'est dommage, parce que tes clients ont peut-être besoin de moi, et mes clients ont peut-être besoin de toi. Donc aujourd'hui, ce que j'enseigne aux gens, et c'est ce que je leur transmets, c'est d'être dans le don, en fait. Donc j'ai bien détecté que dans mon métier, j'ai les 20-80. J'ai 20% des gens qui vont donner 80% des recommandations parce que c'est dans leur nature. C'est normal, naturel. Et 80% des gens où mon travail, je dois leur apprendre en fait, à donner parce qu'ils ont peur, ils n'ont pas confiance, ils ne savent pas faire. Donc mon travail, il est là en fait. Donc les 20-80, quand je fais des réunions des événements, je les fais monter sur scène. Et je leur dis souvent, mais comment tu fais pour faire ça? Explique aux gens comment tu fais. Et pour moi, la solution, elle est très claire. C'est j'aime les gens. Si tu aimes les gens, tu viens avec une écoute différente, tu vois. Tu viens pas pour prendre. Et en fait, quand tu viens pas pour prendre et que tu viens pour donner et écouter, mais ton mindset est totalement différent. Donc, j'essaie d'apprendre à ces 80% des gens de devenir les 20%. D'accord. Tu vois, c'est important en fait. Et commercialement solidaire, parce que ça va tellement vite. Tout à l'heure, on en parlera, mais on a une application, tu sais, smartphone, on a une communauté de 1400 personnes. Et ce qui est génial, c'est que dedans, on a comme un WhatsApp. Et donc, les gens, ils postent en fait une demande. Et moi, je vois des trucs de dingue, quoi. La fois dernière, j'ai un délégué des Antilles qui envoie un message. Voilà, la fille d'un ami recherche un appartement à Faro, au Portugal, dans le cadre de ses études. Moi, je me dis, mais lui, s'il trouve quelque chose, je filmais pas, quoi. Et tu as une nana, donc une animatrice d'ailleurs, d'Annecy, qui s'appelle Sylviane, qui est géniale, qui me dit, écoute, j'étais en vacances à Faro cet été, on a échangé des maisons avec des universitaires, donc si tu veux, je peux t'aider. Et là, je me dis, mais cette force, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais parce qu'il a fait la demande. Si tu ne demandes pas, tu vas pas. Ouais. Moi, j'aime bien, ça me fait penser à 2 passages de la Bible qui m'ont beaucoup matrixé un peu. Moi, j'ai un père pasteur protestant, donc la Bible, j'ai beaucoup entendu, mais il y a des phrases comme ça qui me sont ressorties. C'est frapper et on vous ouvrira. Donc, il y a cette dimension de tant que tu ne demandes pas. C'est ça. En fait, on peut pas
pas t'ouvrir. Et puis aussi cette dimension de semer avant de récolter. Et c'est vrai qu'on rencontre parfois des entrepreneurs, des commerciaux, tu sens qu'ils sont là, ils veulent gratter, mais eux, ils mettent rien sur la table. Moi, j'ai beaucoup avancé comme ça. J'ai commencé mon entreprise à 20 ans sans rien, avec 160 €, pas de réseau, pas d'école de commerce. Voilà, j'étais graphiste. Et ma stratégie un peu inconsciente, c'est là où je me retrouve pas mal dans ce que tu dis sur cette dimension, ça fait partie de moi, c'est que j'allais aider plein d'assos, j'essayais d'être partout pour donner de mon temps, et je me rendais compte que peut-être que lui, il allait pas signer un contrat avec moi, mais il allait me faire connaître à un tel, puis à un tel, à un tel. Maintenant, j'ai eu des phases aussi où j'ai vu les limites de ça, ce côté un peu trop naïf, où je peux me faire déborder par l'envie d'aider tout le monde, et à la fin, je ne m'aide pas moi. Est-ce que tu identifies comme un cadre en te disant, OK, c'est bien de donner, mais en même temps, au-delà de ça, ou ce genre de situation, c'est un peu... ça va t'emmener un peu dans le mur. Il faut que tu choisisses les réseaux où tu veux être, parce que tu ne peux effectivement pas être partout. Ouais. Si je prends mon cas, donc je suis dans les réseaux protéines, alors je me déplace beaucoup, parce que c'est vrai que les gens veulent voir le fondateur. Donc je m'organise pour qu'il y ait des interclubs, parce qu'il y a 120 clubs, je ne peux pas en fait être partout. Donc je demande aux délégués de France d'organiser des interclubs pour que je puisse être présent. Donc tu vois, mardi dernier, j'étais dans le Var, il y avait un interclub du Var et des Alpes-Maritimes, il y avait 100 personnes. On a passé un moment extraordinaire, ils ont fait du Koh-Lanta, tu vois, voilà, et ensuite avec 100 personnes, et donc moi j'aime mettre en relation les gens, tu vois, j'ai même aidé à débarrasser, c'est normal, ça fait partie du jeu. Je suis aussi adhérent à la CPME, donc qui défend mes intérêts de chef d'entreprise, donc ça fait 10 ans que j'y suis, donc je vais à leur soirée. Je suis aussi adhérent dans un club de golf, parce que j'aime ça et j'aime jouer avec les gens. Tu vois, déjà, je trouve déjà pas mal, moi qui me bouge beaucoup en fait. Tu vois. Et après, finalement, je donne de ma personne. Donc tu vois, je vais pouvoir aider des gens qui ont des projets. Donc souvent, j'aide la Ligue contre le cancer. J'ai un gars qui fait des ultramarathons. Ça fait 12 ans que je lui donne un peu d'argent parce qu'on peut pas. C'est un sport incroyable, quoi. Le gars, il fait 80 km par jour en courant, quoi. En 60 étapes, quoi. C'est incroyable. Donc quand je le vois arriver, je me mets à genoux, mais je me dis, mais comment tu fais? Donne-moi des tips de ton mental, quoi. Et ces gens-là, on les aide, quoi. D'accord. Donc lui, il s'appelle Stéphane Pellissier, il est toulousain. Là, il prépare la Trans-Europe 2025. Après, il y en a un autre qui s'appelle Thierry Corbarieux. Donc lui, il fait des courses extrêmes dans le Grand Nord. Et là, il prépare une course, il fait un tour du monde avec son fils. Incroyable. Donc ce qui m'a plu, c'est pas forcément son exploit, parce c'est top, mais c'est le fait qu'il va partir 8 mois avec son fils. Ça m'a beaucoup touché. Ouais. Donc on va l'aider aussi. Il y a plein d'initiatives en fait qu'on fait dans les clubs protéines où il y a plein de choses à faire en fait. Mais du coup, tu t'es jamais retrouvé dans une situation où tu t'es dit, là, je me suis fait un peu avoir. Je te donne un exemple. Dernièrement, cette phrase-là que tu dis, comment je peux t'aider? Moi, maintenant, j'ai peur de la dire, pour être sincère. Donc, je veux bien que tu me rematrixes dans le bon sens. C'est que maintenant, aujourd'hui, entre mes mains, j'ai, comme toi, on a plein de choses entre nos mains. Ouais. Donc, en fait, en un appel, on peut débloquer une énorme situation. Dernièrement, on pose cette question à quelqu'un et qui dit « Ah, super, il y a une relation de confiance avec cette personne. Est-ce que tu peux me faire de la visibilité, je peux venir au studio filmer et tout ça ?» Et là, en fait, je me suis retrouvé comme un con parce que je sais qu'elle en avait vraiment besoin, mais valeur de l'opération, 40 000 €, tu vois. Et en fait, je me suis dit, déjà, c'est hyper culotté de sa part de demander. En même temps, je sais qu'elle en a besoin, je sais qu'elle n'a pas forcément les moyens et je suis bloqué. Alors, c'est la capacité à savoir dire non. Ok. Que moi, j'ai jamais réussi à faire jusqu'à présent. Ça veut dire que... alors, je reviens sur toutes ces associations où tu as été. Quand on est gérant de société, on a beaucoup de choses à faire. Donc, il faut en fait savoir gérer son temps. C'est ce qui est le plus dur en fait. Donc, j'ai appris à gérer mon temps parce qu'on n'a que 24 heures dans une vie. Et moi, j'ai plein de choses à faire. Donc, je te racontais tout à l'heure tout ce que je fais. Les gens, ils me disent, mais c'est pas possible. Si, c'est possible. Tu peux faire plein de choses si tu as des cadres et si tu débordes pas.
Donc, tu peux choisir les assos où tu es. Il y a plein de choses possibles. On ne peut pas être partout, c'est sûr. Donc, je pense qu'il faut rester dans le don, en fait, puisque de toute façon, plus tu sèmes, et un jour ça tombera du ciel, tu récolteras. C'est la première chose. Et ne pas s'enfermer en disant, OK, moi j'adore la naïveté. Je suis un mec naïf, moi. Je suis encore un joueur, je suis un gamin, mais je prends ma boîte au sérieux. Parce qu'aujourd'hui, la boîte, c'est une économie, donc il faut que ça sorte du bénéfice, certes. Mais j'adore jouer. D'accord. Et il faut rester naïf et candidat. Donc pour moi, souvent quand quelqu'un te dit, est-ce que tu peux me rendre service, David, tu vas pas dire non, tu vas dire oui. Mais tu peux être en capacité de dire non quand tu réévalues la chose. Ok. C'est tout. Donc si la personne te demande un service et que finalement ça vaut ce prix-là, il faut dire, attends, stop. Je veux bien le faire, mais sache que ça vaut ça. Et en fait, il faut communiquer. D'accord. Donc, parfois, je dis oui à tout. Et parfois, je réévalue en disant, finalement, ce sera non. Donc tu reviens ça fait mal au cœur. Oui, est-ce que tu réévalues? Sinon, sinon tu n'as pas terminé, quoi. Donc, par exemple, moi, je viens à un événement, je fais partie de ton réseau, tu fais ta présentation, tu dis ça, demandez aux gens de quoi ils ont besoin. Je viens de voir à la fin, Vincent, c'est génial, ça me parle. D'ailleurs, moi, j'aurais vraiment besoin de ton aide. Est-ce que tu pourrais me donner tous les contacts de ton réseau? Parce que là, je suis en train de monter un nouveau projet tout ça. Et là, toi, tu vas dire, alors, le gars... Pas du tout. Je vais dire, écoute, on va étudier ce que tu fais. On va faire une stratégie commerciale. Et puis, je vais te donner les bons éléments. Mais je vais t'en donner que 10. Parce qu'en fait, on va affiner et focuser ce que tu cherches vraiment. Et ça, c'est... on en parlera aussi du livre que j'ai écrit. En fait, il faut que tu sois focus. Moi, je rencontre plein de gens. Ça fait 20 ans que je rencontre des gens qui me disent, mais moi, je fais ça et je vais partout. Et je réponds, mais comment tu veux que je t'aide si tu vas partout? Donc maintenant, je vais t'aider. Tu vas me donner 5 noms de clients de rêve où tu veux rentrer, 5 noms de prescripteurs qui peuvent t'aider, et peut-être qu'à ce moment-là, je vais pouvoir t'aider. Ah non, c'est compliqué. Vas-y, retourne chez toi, réfléchis, regarde ce que tu peux faire et reviens. Donc tu mets un cadre, alors en fait, mets un cadre et un focus. C'est vrai qu'après, c'est peut-être mon éducation chrétienne, quand il y a un côté, comment dire, quand je pose cette question, comment je peux t'aider, j'ai l'impression que si je réponds pas pleinement, en gros, je trahis ma question, j'aurais mieux fait de pas dire. Alors que toi, tu te dis, j'ouvre la porte, par contre, j'évalue, et puis si la personne n'est pas en mesure de comprendre que c'est trop demandé, tant pis pour elle. En fait, j'ouvre ma porte et je vais t'inviter à aller dans la pièce qu'il faut. D'accord. Et non pas de visiter toute la maison, quoi. C'est hyper important. Et aujourd'hui, moi, je m'aperçois que quand les gens sont focus, c'est plus efficace. Tu prends un assureur. L'assureur, il est sur tout. Donc, l'assureur qui est déjà sur tout, comment tu veux que je l'aide? Par contre, si l'assureur me dit, tiens, moi, j'assure les vélos électriques. Excellent, intéressant. Parce que moi, j'ai des potes qui ont des vélos électriques et on se les fait piquer. Donc, vas-y, appelle un tel, il a un vélo électrique. Le mec, il assure le vélo. Et s'il est content, il va assurer la maison. Et s'il est content, il va assurer les voitures. Et tac, 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 tac. Tu vois, donc en fait, je demande aux gens d'être hyper focus. Mais donc l'assureur, s'il te dit, vas-y, je fais une campagne sur tous tes adhérents, parce que j'ai une offre spéciale, là, toi, en fait, est-ce que le fait de dire comment je peux t'aider inclut une dimension de gratuité ou pas forcément? Moi, ce que je fais, c'est tout gratuit. Après, le mot gratuit, il ne faut pas le dire. Je rends service. Je dirais plutôt, je rends service. Moi, ça me rend service parce que j'ai... je regardais tout à l'heure dans mon téléphone quand j'avais des personnes. J'en avais à peu près 3000. Donc, je sais à peu près orienter les gens. D'accord. Tu vois, mais je sais que à un moment donné, on me renverra l'ascenseur. T'as pas des petites phrases? Par exemple, moi, un truc qui m'a beaucoup aidé dans mes premières années, j'ai fait beaucoup, comme on le disait avant, je me suis beaucoup engagé bénévolement dans plein d'assos. Et puis, au bout d'un moment, l'entreprise grandissant, 15, 20, 30 salariés, j'arrivais plus à donc ce côté focus. J'étais obligé malgré moi d'être focus. Et on continuait parfois à m'appeler, à se dire, est-ce que tu pourrais nous aider là-dessus, nous faire la com là et tout. Sauf que c'était le métier que je faisais dans l'entreprise. Et du coup, j'avais une phrase qui m'a beaucoup aidé. Je sais plus qui m'avait donné cette phrase-là, en disant, c'est vraiment génial ce que vous faites. Maintenant, mon temps bénévolat, je le mets dans ce projet-là. Je rêverais d'être partout, mais malheureusement, je peux pas. Donc, mon temps bénévole, il est là. Par contre, si vous avez un besoin qu'on vous fasse un devis ou quoi, je peux le faire. Mais tu vois, cette phrase, elle me permettait de rester dans une logique de dire, en fait, c'est pas que j'ai pas envie de te donner du temps, que je trouve la cause nulle.
ou alors que je suis quelqu'un Ouais. qui m'investit pas, si on pense de manière très égoïste, c'est je donne de mon temps, mais malheureusement, c'est pas toi que j'ai choisi parce que cette personne, je la connais depuis Ça, 10 ans. c'est le savoir non déguisé, Voilà. tu vois. Tu as su dire non, mais de façon diplomate. Voilà, c'est ça. Donc, parce que tu vois, alors c'est peut-être prétentieux ce que je veux dire, mais quand j'étais au début, j'avais quasiment rien à donner. Donc en fait, quelqu'un qui me dit bah, j'aurais besoin de ça, 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 en fait j'ai du temps, donc en fait je vais l'aider parce que je veux créer ce réseau-là. Sauf qu'aujourd'hui, les gens avec qui je suis, s'il y a un gros décalage de niveau, même si j'aime pas ce terme-là, mais de puissance, en gros, d'opportunité, ça devient hyper compliqué. En tout cas, peut-être je me fais des nœuds dans la tête, hein. Mais Non, quelqu'un, en gros, me dit comment je peux t'aider, bah vas-y, file-moi les contacts, donne-moi cette visibilité, mets-moi en relation avec le nombre de fois où on dit parce que j'ai travaillé avec beaucoup de stars de la télé, est-ce que tu peux me donner le contact de un tel ou un tel, en soi ça me coûte rien, mais en fait sinon la personne elle passe son temps à ce que je donne son numéro à tout le monde. Et pour moi c'était hyper compliqué, c'est pour ça que j'ai arrêté cette question. Oui, il y a le fait que tu aies grandi avec une communauté qui a grandi, donc ça veut dire que tu es obligé de déléguer, tu n'as pas d'autre choix. Et puis cette façon dont tu dois apprendre à dire non, quoi. Voilà, mais ça arrive à tout le monde. Aujourd'hui, moi aujourd'hui, je sais pas encore dire non. Donc j'essaie toujours de trouver la solution. Mais bon, ce qu'on me demande, c'est pas non plus grandiose. Hein. C'est quoi la dernière fois où tu as dit oui et tu as regretté derrière? Bah, en fait, tu regrettes pas, quoi. Non. Si je peux le faire, je le fais. Ok. Et si tu peux pas, tu dis juste. Bah, je peux pas, quoi. Je dis non. Tu fais quand même un suivi en disant écoute, j'ai repensé à ce que tu m'as dit. Alors là, j'ai une histoire là du fils d'un ami à moi qui cherche un appart à Lille. Et je lui m'écris il y a 2 semaines. Donc j'envoie les éléments aux adhérents lillois et on trouve la solution. Donc le gamin, je lui ai écrit hier soir, ou avant-hier soir. Et il me répond pas. Et je lui ai écrit hier pour lui dire faut me rappeler parce qu'on a la solution. Et il m'envoie un texto en me disant voilà, écoute, j'ai trouvé, donc merci. Enfin, même pas merci, j'ai trouvé, donc bonne journée. Et là, je me dis merde, il aurait quand même pu me dire merci quand même. Voilà, mais c'est pas grave, ça passe. Là, tu sais, mais tu dis. C'est pas grave, je suis passé à autre chose. Ouais, je vois. J'ai pardonné, quoi. Mais c'est vrai qu'au début, il aurait quand même dit merci parce que j'ai quand même fait bosser des gens, tu vois. Ben oui. Donc j'ai dit aux gens, désolé, il a trouvé. Une prochaine fois. Et puis à lui, je dis quand même avec plaisir. Tu vois, c'est. Ça fait la deuxième fois que tu utilises le mot pardon. C'est pas trop un mot qu'on a l'habitude d'entendre en tant qu'entrepreneur. Oui. Quel a été le processus par rapport à l'expérience, mais de façon générale, le pardon, c'est compliqué. Ouais, ça l'est compliqué, bien sûr. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a traversé une situation compliquée ou qui a du mal, qui est peut-être enfermé là-dedans? Pourquoi pardonner? Alors, tout à l'heure, on parlait de harcèlement, mais j'ai vécu une période plus difficile encore. Ah bon? C'est 2015. Ouais, 2015, c'était mon divorce. D'accord. Donc, c'est quand mon ex-femme me dit bon, voilà, j'ai plus la flamme, on va faire un break. Et là, tout ton monde s'écroule parce que t'es dans ton monde, t'es dans ton cocon, t'as tes 4 enfants, t'as ta maison. Wow. Tu es le jeune père de famille, situation familiale moyenne où t'as ta petite piscine et t'as tes crédits. Ouais. Et là, on te dit ça et tu dois l'annoncer à tes enfants, quoi. Toi, tu l'as pas vu venir? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Donc là, c'était dur. Ouais. Donc ça faisait 19 ans, quasiment 20 ans. Et qu'on était ensemble, en fait. Et c'est là où tout s'écroule. C'est là où, finalement, l'ego prend sa place. C'est là où la colère prend sa place. C'est là où, en fait, tu deviens hyper négatif, quoi. Là, c'était très dur. Donc, 2015, on peut en parler si tu veux après, parce qu'il y a eu ça. Il y a eu un enchaînement de complications juridiques dans ma société. C'est-à-dire que là, j'ai touché vraiment le fond, quoi. Le fond du... Il y a tout qui s'est interconnecté. Tout. Parce que là, c'était déjà Protéine. Ça s'appelait Revicom, en fait. Oui. Et depuis 2-3 ans, je disais à mes franchisés, à l'époque, il faut qu'on change le modèle, parce que le modèle est trop cher. On vendait l'adhésion à peu près 3 500 €, alors qu'aujourd'hui, on est à 1 500.
Donc, je travaillais justement pour revoir le modèle et trouver un modèle qui plaise aux gens, parce que il faut que tu te différencies et il faut que ta boîte bouge. Une boîte, elle peut pas, en fait, elle est pas figée, quoi. Et donc là, divorce, la société qui touche le fond. coup, ouais. Les enfants, ils ont quel âge à ce moment-là? Ils sont jeunes, hein, puisque je pense que la dernière avait 7 ans. Wow. Donc 7... Ouais, c'est ça, non, 5 ans, 9 ans, 11 et 13. Wow. Alors, c'est amusant, amusant entre guillemets, parce que quand mes parents ont divorcé, j'avais 12 ans, et à l'époque, il n'y avait pas d'école de divorce. C'est-à-dire qu'en fait, dans ta classe, tu avais 2 personnes dont les parents avaient divorcé sur 30. Donc, franchement, donc c'était pour moi une ouverture d'esprit, parce qu'on t'a jamais expliqué ce que c'est qu'un divorce. Donc, tu te retrouves dans une famille soudée, unie, et puis pouf, elle éclate. Donc, tu repars en appartement. C'est compliqué. Mais ça m'a permis de gérer ou d'apprendre la curiosité, en fait. Et en 2015, ouais, c'était compliqué parce qu'en fait, tout s'arrête. C'est-à-dire, en fait, t'as ton divorce, donc tu vends ta maison, tu déménages, ta boîte va plus, t'es plus payé. Ta banquière t'appelle tous les mois pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et je me souviens, en fait, d'un week-end où j'avais laissé mes enfants, parce que j'étais en garde alternée. Et je me suis mis dans mon canapé et je regardais une série qui s'appelait Lost. Tu sais, des séries américaines où à chaque fin d'épisode, tu dis merde, ouais, c'est ça. Tu vas finir, tu vas poursuivre le second parce que en fait, t'es pris en haleine, quoi. Et j'y suis resté jusqu'au dimanche soir, quand même. Ah oui. Et là, je me suis dit, mais Vincent, il est temps que tu te bouges le cul, quoi. Ouais. C'est vraiment le bon mot, quoi. Faut que tu te bouges le cul parce que c'est pas ça la vie, quoi. C'est pas ça la vie. Et j'ai ressenti en fait une grosse émotion dans le ventre. Tu sais, quelque chose comme si tes tripes te remontaient en disant putain, vas-y, quoi. Allez, vas-y, remonte. Remonte, de toute façon, t'es tout en bas. Donc, t'as plus qu'à prendre un piolet ou 2 piolets et remonter, quoi. Et puis, j'ai fait ça. J'ai commencé à remonter. 2016, 2017, 2018. C'était chaud, hein, parce que j'ai eu un procès commercial avec mes franchisés qui m'ont attaqué. Ah bon? Ouais, qui m'ont attaqué. Ça a duré 7 ans. Et pourquoi ils t'ont attaqué? Parce qu'en fait, on changeait de modèle. Et une fois que tu as un loup dans la bergerie, il suffit qu'ils disent aux autres, vous allez là-bas, et donc les gens ont suivi, quoi. C'était dommage parce que tu passes d'un step où t'es un mec super, t'es un mec bienveillant, ton équipe elle est top, les gars vous êtes super, merci beaucoup pour ce que vous faites, à un step où tu es des grosses merdes, quoi. Enfin, c'est comme le harcèlement numéro 2, tu vois. Ouais. Donc moi j'ai tenu le coup, mes salariés c'était dur, mais ils sont encore chez moi, on est encore ensemble. Wow. Et pendant 7 ans on a effectivement suivi ce procès qui n'était pas vraiment un procès puisqu'à chaque fois on gagnait, mais ils faisaient appel, tu sais l'ego fait que tu fais appel, donc ils sont allés jusqu'au bout, je dirais, de la connerie, quoi, en fait. Mais je leur disais au départ, mais il faut changer le modèle, vous verrez, le modèle est intéressant, mais vous savez, les gens sont toujours dans un système de confort. Et ils sortent pas, quoi, donc ils ont peur. Et donc la peur s'est manifestée par l'attaque. Donc ils ont perdu, ils se sont fait autre chose, maintenant chacun dans son coin. Je regrette vraiment de ne pas avoir communiqué avec eux. Je regrette qu'ils n'aient pas écouté, parce qu'aujourd'hui quand tu vois le résultat, c'est top, parce qu'on fait toujours la même chose en fait, finalement. Et ça, c'était une phase hyper dure à gérer. Et comment toi, mentalement, parce que là, c'est le scénario catastrophe que tu racontes. Je pense, moi, c'est une de mes hantises. Ça, c'est pour ça aussi que je lance ce podcast, c'est que j'ai envie d'apprendre, apprendre aussi des erreurs des autres. Tu sais, on dit, l'homme sage, c'est celui qui apprend des erreurs des autres. Donc, la quête de la sagesse, pour moi, c'est un sujet important. Déjà, merci de partager ça. Le sujet du divorce, c'est quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs traversent. Oui, alors on reparlera du pardon après, puisque c'est ce que j'ai fait pour me soulager. Ouais. Et justement, donc, du coup, dans cette saison-là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, le quotidien, enfin voilà, tu dis là, tu es au plus bas, tu te fais un week-end dans le canapé à regarder Lost. Un truc improbable, quoi. Voilà. Genre, faut pas le faire, quoi. Mais intérieurement, qu'est-ce qui se passe? Et là, tu parles de ce déclic, mais tu sais, souvent, les histoires, c'est j'ai un déclic, et puis c'est bon, maintenant, on est devenu une grosse boîte, on a fait le virage. En 3 phrases, on a raconté 7 ans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ces petits cheminements intérieurs.
c'est le principe du petit pas par petit pas. Donc, tu isoles en fait tous tes problèmes, tu les transformes en challenge. Donc, en fait, il faut en fait que ton mindset négatif ressente en positif. Tu vois, du style « je suis trop vieux », bah non, j'ai d'expérience. C'est un peu ça, quoi, le trip. Et ensuite, en isolant tous ces problèmes, eh ben, tu vas te faire aider, quoi. Donc, moi, j'ai pris des psychologues, j'ai pris des coachs, j'ai appris petit à petit, j'ai repris l'école, j'ai fait une formation dans une école de Toulouse, une formation de dirigeant, pour reprendre tous les fondamentaux. J'ai redoublé d'efforts, j'ai changé de concept. En 2015, le 11 décembre 2015, parce que j'ai quelques mémoires de date, je suis allé présenter mon concept dans une ville à Toulouse, à Albi, à côté, en disant voilà ce que je vais monter, avec vous si vous le voulez. Bah, ils m'ont dit ouais, c'est pas con ton truc, le modèle est intéressant, donc on va réfléchir, puisque c'est la trêve de Noël, et puis on verra en janvier. Et le 11 janvier, ils étaient 15 à signer, à dire bah on y va, on teste le truc. Ok, aujourd'hui ils sont encore là. Le club d'Albi, c'est mon club pilote en fait. Alors à chaque fois je les remercie, s'il y en a qui m'écoutent, mais je vais quand même venir avec des petites bouteilles de vin, parce que à chaque fois je leur dis merci, parce que c'est grâce à eux que je suis là, quoi. C'est grâce à eux, et ils sont toujours là. Ça fait 8 ans, et 8 ans dans un club d'affaires, c'est quand même impressionnant. Hein. Ah oui. Et donc voilà, donc je les remercierai tout le temps en fait, parce que c'est grâce à eux que je suis là. Et puis ensuite, bah, il a fallu aussi s'occuper de ma vie privée, Bah oui. c'est-à-dire en fait la vie de papa, mais aussi d'homme, quoi. Donc j'avais une semaine, une vie de papa, parce que 4 enfants, il faut s'en occuper. Donc j'étais vraiment dévoué à eux en fait. Surtout qu'ils sont petits encore. Là. Ah, ils étaient petits à l'époque, Ouais. ouais. Mais bon, après, tu sais, tu t'organises. Donc j'ai toujours organisé là où j'habitais à côté des écoles. Donc c'est sûr que je suis pas parti à 30 bandes, quoi. Donc j'ai toujours loué à côté des écoles. Et d'ailleurs, 4 enfants, c'est rigolo parce que c'est une vraie tribu, quoi. Ça communique de façon assez importante. Je les ai reçus pour la fête des pères. Et en fait, je dis rien, je les écoute. Et c'est incroyable, la communication qui se fait entre 4, quoi. C'est fou. Donc j'ai isolé en fait les problématiques. Et puis, bah voilà, petit pas par petit pas, j'ai grandi. Mais il faut accepter de grandir. Et ça, je passe vraiment un message à ceux qui ont la colère en fait en eux, ceux qui ne payent pas les pensions alimentaires parce qu'ils sont en colère, de leur dire mais putain, pardonnez, parce que je peux vous dire qu'une fois que vous pardonnez, vous passez à autre chose. Et vous êtes plus libre de consentir à une autre relation avec quelqu'un d'autre. Donc ouais, je suis passé par des relations intimes avec des personnes, mais en fait, on était tous accidentés, quoi. Et tant que tu on va dire, répares pas ton toi-même, tu pourras errer de relation, ça marchera pas. Ouais. Et là, ce processus du pardon, si tu devais donner des étapes. Écoute, sur la partie personnelle, ça a mis 3 ans, quoi. 3 ans, parce que j'ai quand même été très en colère. Bah ouais. Et j'ai compris, et donc je l'ai fait, et je me sens beaucoup mieux, et notre relation est très correcte, on s'entend bien. Apaisé, quoi. Bah, oui, apaisé, parce qu'on le fait pour les enfants. Et parfois, j'écoute des gens qui m'expliquent leurs problématiques familiales, et je me dis, merde, c'est dommage, quoi. C'est dommage, c'est fait, le passé, c'est le passé. Il y a tellement de beau à faire demain. Les mecs, pardonnez, quoi. Ouais. Pardonnez, payez ce que vous devez, et puis les enfants, vous les prenez en otage, quoi. C'est pas eux, ils n'ont rien fait. Et quand tu reviens en arrière à cette période-là, est-ce que si tu pouvais revenir avant, est-ce que tu penses que l'entreprise, ton investissement, ta vie d'entrepreneur est une des causes de ce divorce? Ouais. C'était une des causes, ouais. Parce que tu vois, ça, c'est une des raisons qui me motive dans ce podcast, c'est que je vois des entrepreneurs qui ont une capacité de résilience, de se battre pour leur entreprise, de faire un truc incroyable. Par contre, parfois, dans le couple, en fait, ils délaissent complètement, ou chacun a sa propre histoire. Et en fait, moi, j'ai envie de dire, mais votre couple, votre famille, presque, c'est un des lieux où vous devrez mettre le plus d'énergie, parce que quand ça, c'est solide, on a une phrase, c'est « l'union fait la force », c'est solide, ben ça donne des ailes ailleurs. Par contre, quand ça commence à s'effondrer, ben en fait, le quotidien, l'entreprise, l'énergie, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, qu'est-ce que tu aurais pu faire de différent? Si j'étais revenu en arrière, j'aurais déjà pris conscience de ce noyau familial.
Alors, c'est vrai que tu passes plus de temps dans ta boîte que chez toi. Mhm. Et donc, forcément, comme tu passes plus de temps dans ta boîte que chez toi, bah, y a plus de problématiques à gérer. D'autant plus si ça va mal. Donc, et tu es seul. Donc, l'analyse que j'en fais, c'est que mon ex-épouse, en fait, a pris ça de plein fouet, mais de façon indirecte. Et c'est encore plus difficile à gérer. Toi, tu fais face à tes problématiques, t'en as conscience, tu les gères, tu les maîtrises ou pas, mais tu sais ce qu'elles sont. Mais ta femme derrière, elle sait pas vraiment, quoi. Et donc, elle flippe parce qu'elle se dit, putain, il y a des problèmes. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des procès. Est-ce qu'il va encore gagner de l'argent? Comment on va trouver le fric? Parce qu'il y a une maison à payer, des enfants habillés, tu vois. Et donc, je pense qu'à un moment donné, on a encore une fois, et de mon côté, je suis conscient, on a manqué de communication. Donc, c'est trop tard. C'est fait. Aujourd'hui, en fait, je lui dis merci parce que je me suis trouvé une autre personne. J'étais moi-même pendant 20 ans, mais je suis devenu une autre personne, en fait, pendant quasiment ces 10 années-là, aujourd'hui. C'est vrai que ce que tu dis, la communication, ça prend vraiment du temps. Et moi, je me rends compte, dans le couple, pour aussi avoir 4 enfants, pour que le couple aille bien, il faut, en tout cas pour nous, beaucoup communiquer, beaucoup parler, beaucoup débriefer. Surtout, comme tu le dis, nous, on a 2 entreprises, donc 2 endroits où il y a des problèmes. Une entreprise, c'est généralement gérer des problèmes. Donc déjà, il fallait désamorcer tous les problèmes de chacun, plus après le couple, plus les enfants. En fait, tu as une to-do list de trucs à aborder qui est énorme et ça prend des heures et des heures. Et nous, pendant longtemps, c'était tard le soir, mais du coup, tu te couches super tard, donc tu es fatigué, c'est un cercle vicieux. Mais moi, en tout cas, ma croyance avec le temps, c'est que de miser sur l'union dans la famille, en particulier dans le couple, c'est un investissement long terme qui vaut vraiment la peine, parce que ça solidifie le reste. C'est un ensemble, c'est un équilibre. On parle souvent d'équilibre. Il faut trouver ton équilibre. Où que tu sois, dans l'alimentation, le sport, le côté familial, le boulot, il faut éviter que un item prenne le pas sur l'autre. Donc c'est en fait une conscience de tous les jours. Et du coup, aujourd'hui, quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui justement se dit j'ai perdu cet équilibre, alors, je sens que ça m'échappe. Ouais. Alors j'ai eu une 3e étape qui a été hyper importante. C'est l'étape du développement personnel. Ok. Ça s'est passé en 2020. Donc, Covid. Donc, t'imagines, je gère des clubs d'affaires. Ces clubs se voient tous les 15 jours dans les restaurants. Donc là, les restaurants ferment. Qu'est-ce qu'on fait? T'as 700 adhérents à l'époque. Qu'est-ce qu'on fout, quoi? Donc, j'ai eu la chance d'avoir une équipe hyper top. J'ai eu la chance aussi d'avoir anticipé. Parce que tu parles de problèmes. Mais aujourd'hui... nous, on les anticipe, tu vois. Et à l'époque, on s'était équipé de matériel de visioconférence, tu sais, parce qu'on voulait démarrer l'activité des clubs à l'étranger. Et donc, on avait un deal avec le Maroc. D'ailleurs, j'ai toujours une société là-bas. Et donc, on s'était équipé d'outils de visioconférence pour commencer, en fait, les relations avec ce pays. Et là, t'es bloqué, tu restes chez toi, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on s'est vu, nous, en visio avec notre équipe, on se voyait tous les jours, et donc on s'est dit, on va proposer de faire des visios, voilà, en club, quoi. Et ça s'est fait de suite, donc on avait le matos, on a lancé les trucs, et donc les gens se voyaient. Et les gens se voyaient quasiment 2 fois par semaine, parce qu'on ressentait la peur, l'angoisse, le stress. Et donc, on a créé ça. Alors après, c'est créer des apéros visio, on a créé un système informatique de visioconférence, enfin de webinaire. Donc, on en a fait, je crois, 350. Donc, chaque adhérent qui avait une expertise pouvait proposer, en fait, un webinaire sur on va dire, sur une place de 25 personnes. Donc, tu vois, ça restait très humain, quoi. Les gens à 25 personnes, tu peux échanger, tu peux discuter. Donc, je pense qu'on a sauvé la face avec ça. D'ailleurs, on a eu des gens qui sont venus nous rejoindre parce que d'autres clubs n'avaient pas les moyens de le faire, en fait. Donc, mais ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Ce n'était pas leur faute. Donc, on a fait ça. Et puis, un jour, on m'a dit, tiens, je vais te faire connaître un mec qui fait du développement personnel. Un gars qui est français, qui a été aux États-Unis voir Tony Robbins. Ouais, voilà. Bon, ok, très bien. Mais bon, c'est en visio et c'est 3 jours, quoi. C'est 2 jours ou 3 jours. 3 jours. Ok, d'accord. Donc, elle m'invite.
Et je découvre ce mec. Le mec, il me fait danser, il me fait pleurer, il me fait vibrer pendant 2 jours et demi. Et après, En visio? En visio. Et après, il me vend une formation à 5000 balles, tu vois, son merdo. Et putain, je lui dis, le mec, quand même, il est fort, quoi. Donc, je vais le faire pour lui, je vais le faire. Parce que le mec, il s'est donné, tu vois. Je donne, je reçois. Bon, psychologiquement, il m'a eu, quoi. Donc, je me dis, allez, je fais. Et puis, je dors dessus, quoi. Et finalement, le lendemain, je me dis, mais non, en fait, je le fais pour moi. Je vais le faire pour moi. Et donc, je l'achète, cette prestation, et je m'en vais 3 jours à Lyon. Alors, ça devait se faire en Suisse, mais ça ne s'est pas fait avec le Covid, ça s'est fait à Lyon. Et pendant 3 jours, j'ouvre les yeux, j'écoute et je me dis, putain, waouh, le mec, il m'a filé des clés. Ces clés-là, je les ai là dans un livre, je vais les appliquer. Et j'ai commencé à appliquer les clés. Ouais. Donc, j'ai commencé, en fait, alors, je me lève à 5h30. Et ça arrivait naturel. Hein. Par contre, je me couche à 22h. Ouais. À 5h30, je me lève. Je vais marcher. Donc, ça fait 4 ans que je marche tous les jours. Wow. Alors, c'est pas grand-chose. C'est 5-6 bornes. C'est rien, 5-6 bornes. Mais ça fait 2200 bornes à l'année. C'est énorme. Donc, tous les jours, je fais ça. Je fais un peu d'anglais. Allez, 5 minutes. Mais c'est 5 minutes d'anglais tous les jours. Je fais un peu d'italien. Je reprends un peu les maths. J'écris, en fait, à ma journée, tu vois, j'ai un bouquin, j'ai mon cahier, et j'ai pris la matrice d'Eisenhower pour dire, voilà, qu'est-ce que je fais d'important. Donc, je commence toujours par écrire une phrase. Quelles actions essentielles vais-je faire aujourd'hui et qui aura un impact, en fait, dans mon couple, dans ma famille, dans mon job, dans mes finances, pour ma santé, tu vois, et pour mon développement personnel. Donc, je lis aussi 20 pages par jour, tu vois, de bouquins. Alors, je lis beaucoup de livres de développement personnel le matin, et le soir, quand je suis naze, je lis des bouquins, des romans. Là, je m'amuse à lire des bouquins sur le stoïcisme. C'est marrant. Et voilà. Et finalement, j'ai orchestré ma vie, quoi, tu vois. Donc, chaque année, je mets des projets. L'année dernière, je me suis dit, je vais faire Toulouse 7 en vélo. C'est 280 bornes. Moi qui suis bien portant, tu vois, qui aime bien manger, qui aime bien consommer, faire du vélo, 270 bornes, bof, quoi. Non, je vais le faire. Je l'ai fait, tu vois. Et je l'ai fait, je me suis régalé. J'ai découvert l'univers du canal du Midi, tu vois. Et cette année, je le refais. Je mets à pied. Ah ouais, défi encore au-dessus, quoi. À pied, 25 bornes par jour. Tu vois, mais c'est pas grave. Alors, comme disait le gars, là, je sais pas comment je vais faire, mais je vais y arriver. Donc, en fait, mon mindset, il a changé. Je suis passé en mode négatif en mode positif. Et en fait, depuis 3 ans, je travaille comme ça. Je travaille à objectif. Je me fixe des défis. L'année dernière, j'ai offert à mes enfants le fait d'aller voir le feu d'artifice de Carcassonne. Bon, c'est un feu d'artifice, mais c'est l'un des plus beaux de France. Et ça fait 20 ans que je me dis, je vais le faire. Tu sais, le truc, je vais le faire. Ah ouais, non, je vais le faire. Et l'année dernière, je me suis dit, putain, ça fait 20 ans que je me dis que je vais le faire. Là, je vais le faire vraiment. Je l'ai fait. Et on était là, waouh, tu vois. Alors, c'est très bête, mais je l'ai fait. Et en quoi ça a fait de toi un meilleur entrepreneur? Parce que souvent, les gens, mais je pense à un ami, lui, il me dit, le développement personnel, c'est pour les faibles. C'est sa phrase. Et souvent, les gens se disent, oui, bon, c'est pour un petit kiff personnel, c'est un petit coup de jus passager, il a besoin de se faire remonter le moral parce que... Mais moi, je suis pas du tout d'accord avec ça, mais moi, je serais curieux de savoir, toi, dans ta vie, parce que c'était il y a 4 ans, donc c'était il y a pas si longtemps. 2020, ouais. En quoi ça a fait de toi un meilleur entrepreneur? Incroyable. Mais en fait, je peux le raconter, mais je dirais aux gens qui vont nous écouter, putain, fais-le, quoi. Alors, qu'est-ce qui m'a rendu meilleur? Déjà, j'ai changé mon alimentation. Donc, en fait, j'ai une énergie qui est ultra différente. Je me suis amusé à faire des dry, parce que moi, j'adore le pinard, j'adore le vin. Alors, on était à Bordeaux ici. J'adore le vin, tu vois. Donc, le vin, ça se boit facilement. Hein. Donc, finalement, tu dis attention à ne pas devenir un alcoolique mondain, parce que quand tu fais des soirées, c'est vrai que tu prends un verre. Alors, je bois pas beaucoup, hein. C'est un verre. Mais un verre le mardi soir, un verre le mercredi, surtout avec un jeudi. Surtout avec ton job qui est de faire du réseau. Ce soir, je suis en soirée golf, tu vois. Donc, c'est parti, on est à 120 patrons, donc on va boire un coup. Mais non, parce que je fais des dry. Donc, je fais le dry de January. Ça veut dire que je ne bois pas d'alcool en janvier. Et là, je me suis amusé à faire le dry de June. Donc là, on joue à 0. Je ferai aussi novembre aussi, tu vois. D'accord. Donc, c'est les petits défis qu'il faut se lancer. Donc, c'est l'alimentation. Après, il y a aussi la thune, la finance. Moi, avant, la finance,
On m'a toujours dit, bah ouais, bah tu sais, dans la vie, les gens gagnent 2-3 000 balles, c'est bien, quoi. Bah, pour moi, je m'étais fixé ça. Ouais. Puis finalement, j'ai vu des gens dans ce développement personnel qui finalement gagnent de l'argent honnêtement, mais qui étaient à 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. Ouais. Et je lui dis, mais au fait, c'est pas mal ça. Pourquoi pas? Mais pourquoi? Et comment je vais faire pour y arriver? Ben écoute, je vais tenter l'aventure. Et après, il y a un truc qui m'a aussi vachement choqué, qui m'a fait vraiment le déclic, c'est le coup du mètre, le mètre linéaire. Ok. Tu vois, le mec me dit, bah voilà, sors ton mètre et allez, va jusqu'à les centimètres, hein, jusqu'à l'endroit où tu vas peut-être un jour passer ailleurs. Ok, moi je me dis 80 balais, c'est pas mal. 80 ans, déjà, c'est bien, quoi. Et je sors 80 centimètres. Et il me dit, maintenant, tu enlèves ce que tu as déjà vécu. Et donc, j'enlève 50. Et là, je prends conscience qu'il me reste 30. Et dans ces 30, il me reste 15 années de vie professionnelle. Waouh. Tu vois? Et là, je me dis, putain, merde, ça passe vite. Et tu vois, là, tu prends conscience que ça passe vite. Et là, tu te dis, ben, il me reste 30 balais à vivre ma vie, quoi, tu vois, à faire des choses que j'ai jamais faites. Ouais. Donc, bah, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon cahier. Ouais. Et puis, j'ai noté, alors, grâce à un livre qui m'a dit, mais Vincent, écris tes 50 rêves. J'ai écouté le livre, j'ai écrit mes 50 rêves. Donc déjà, j'en ai pas 50, j'en ai 42, tu vois. Ouais. Déjà, je suis au bout de ma vie, 42 rêves. Mais je les ai planifiés. Donc, tu vois, si je te mets les projets 2023, moi, je suis motard. J'avais pas vraiment de moto, j'avais un scooter. J'ai acheté une moto. Je voulais aller en Guadeloupe. Je connais pas les Antilles. Je l'ai fait. Je voulais aller au Maroc. Je l'ai fait. Je voulais faire la Réunion. Ben, je l'ai fait. Je voulais faire tout cet à vélo. Ben, je l'ai fait. Marcher tous les jours. Ben, je le fais. Voilà. Acheter un piano pour faire du piano, parce que je faisais du piano chez des gens, tu sais, d'un doigt. Ouais. Et ben, je l'ai fait. J'ai acheté un piano. Donc, dans une boîte toulousaine. N'est-ce pas? Et je fais du piano. Voilà, je me suis amusé à faire quelques trucs. Écrire un livre. Eh ben, j'écris un livre. Alors, c'est hyper stressant d'écrire un livre parce que tu dis, mais non, ça sert à rien. Tu sais, la petite voix. Ouais. Tout le monde sait ce que tu vas écrire là. Mais non, je vais le faire parce que j'ai quelque chose à donner aux gens. Faire un dry, tu vois, bon, pas boire d'alcool pendant 1 mois ou 2, 3 mois, c'est bien. Il faut le faire. Mais je l'ai fait. La plongée, ben, je l'ai fait à La Réunion. Ça, j'ai découvert, tu vois. Lire 6000 pages à l'année, 6000 pages de bouquins. Mais jamais je disais, moi, t'as pas le temps, tu vois. Ben, je prends le temps de le faire. Et chaque année, je lis les bouquins. Ouais, ce qui est génial, j'ai noté. C'est incroyable. Si tu notes pas, ça marche pas. Si tu le notes et que tu t'engages à le faire, je finirai par ça, le mot engagement. Putain, le mot engagement, c'est le mot le plus fort que je connaisse. Tu vois, là, tu parles du dry, moi qui adore le pinard. Et ben là, j'ai pas d'envie. Tu vois, je fais le dry du mois de juin parce que je me suis engagé à le faire. Et au mois de juillet, j'ouvrirai un bon château d'assaut, tu vois, un truc sympa. Mais ça me fait du bien, tu vois. Donc, c'est le mot engagement et le fait d'écrire, en fait, tes objectifs. Alors, ce qui est passionnant dans ce que tu me dis, c'est que les objectifs, en fin de compte, ils sont très personnels. Et ça m'amène à un peu une autre réflexion que j'aimerais bien t'entendre, c'est que quand on est papa, surtout de 4 enfants, entrepreneur, un entrepreneur créateur, c'est-à-dire on crée de la valeur, on crée des projets. Enfin, je sais pas comment toi c'était quand ils étaient plus jeunes, mais ça te prend 400% de ta tête. Donc déjà, si on veut être un papa présent, plus un entrepreneur qui est sur le terrain, moi, je remarque, j'ai 36 ans, j'ai passé 16 ans de ma vie, mes enfants, les grands, ils ont 12 ans. C'est ma femme, mes enfants, l'entreprise. Mais moi, au milieu de tout ça, mais genre zéro espace. Et puis même quand je veux m'offrir un truc, tu vois, quand j'entends toute ta liste, et genre ça me fascine. Et en même temps, aujourd'hui, je suis à un moment où j'essaye de réfléchir. David, qu'est-ce que j'aurais envie de faire pour moi? Et j'arrive même pas à trouver. Tu vois, là, cet été, je me suis donné le défi de... J'ai dit, quand j'ai pris conscience que j'arrivais pas à savoir quoi faire pour moi-même, ça m'a un peu perturbé. Donc, j'ai réfléchi. Je me dis, bon, bah, chérie, est-ce que tu es OK de me filer 2 semaines de l'été? Je vais être tout seul. Et comme ça, je me donne un défi de faire un truc pour moi. Mais j'ai mis 3 mois à essayer de savoir. Je n'arrive pas. Et encore maintenant, je sais où je vais, je sais ce que je fais. Mais enfin, je sais la destination où je vais dormir. Mais j'ai aucune idée de ce que je vais faire. Tu vois? Est-ce que toi, quand tu analyses ton parcours, parce que j'imagine il y a plein de papas entrepreneurs qui entendent ce que tu dis, qui disent comment je vais trouver le temps
Tu vois, alors oui, il faut s'organiser, mais quand moi je suis pas quelqu'un de très organisé, par exemple, alors, j'apprends. Est-ce que tu penses que c'est une histoire de saison, de vie? Est-ce que ça, tu aurais pu le vivre avec des enfants plus jeunes ou pas? Alors, la première réponse que je vais donner, c'est je te conseille de lire Fabien Olicard. Ouais. La gestion du temps. Lui, il est excellent et il va te donner plein d'astuces pour trouver du temps, en fait. Alors, que tu aies des enfants en bas âge et des enfants âgés, ils n'ont pas les mêmes besoins, en fait. Euh, si tu veux trouver du temps à toi-même, c'est ce que tu viens de dire, 2 semaines à toi, t'imagines, c'est énorme. C'est du luxe, quoi. Ah, mais là, je m'offre de fou. Et merci à madame, qui nous appelait Hélène, c'est ça? Ouais. D'accepter, parce que bon, après, 4 enfants, il faut les gérer. Ouais. Et après, qu'est-ce que tu fais? Après, je me permets de poser la question. Ouais. Tu fais quoi? Tu veux aller où? Je sais pas si c'est indiscret ou... Et je vais aller... Alors, j'arrive même pas. En Géorgie. Ok. Trop improbable. En Géorgie, d'accord, ok. Et j'ai repéré, en gros, un hôtel dans des montagnes. J'ai l'impression d'être au Moyen-Âge. Tu vois, moi, ça m'a toujours fasciné. Tu disais que le soir, tu lis des romans. Moi, je lis beaucoup de romans. Ça m'aide à dormir. Ouais. Après avoir cherché pendant des mois, je suis tombé sur un truc, je sais pas, je suis tombé amoureux de ces montagnes et tout. Je me dis, bon, voilà. Moi, je pense déjà, ce que je vais faire, c'est dormir. Ok. La première chose que je vais faire, dormir. Je vais te faire rire. Vas-y. Dormir. Là où je me fais un peu peur, mais je me dis, si je suis bien, c'est que je mange pas comme un porc pendant 2 semaines, tu vois. Mais bon, je fais confiance que mon corps, une fois reposé, il va réussir à se réguler. Marcher. Ouais. Parce que j'ai envie de vraiment marcher pour m'aérer la tête. Et puis après, je sais pas. Eh ben, tu vas t'écouter, tout voilà. simplement. Tu feras au feeling. C'est exactement ce que je me suis dit. Et je te disais, tu vas rire, parce que mes enfants, en fait, j'en ai qui sont comme toi et moi, ouais. Ils vont arriver là, ils vont trouver la solution. Ils vont découvrir, tu vois, ma Lucie, la deuxième, c'est comme ça. Elle va découvrir, elle va sortir, elle va se poser. Mais ma première, non, ma première, elle va prendre le guide du routard, elle va faire ça, et du moment où elle pose le pied en Géorgie jusqu'à la fin, elle va faire 25 bornes, et elle va dire, j'ai visité ça, tu vois, ça dépend de toi-même, en fait, finalement. C'est vrai. Donc l'idée, c'est finalement de profiter de ce luxe, de ces 2 semaines, de remercier beaucoup ton épouse d'avoir accepté, et vraiment de te profiter de ça pour toi, quoi. Ouais. Et tu peux procrastiner, faire ce que tu veux, t'imagines, on est totalement, nous, hier soir, je lâchais mon téléphone. Parfois, je regarde combien de temps je passe dessus. Hier, j'ai passé 5h15, quoi. Et je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Ouais. J'ai un projet, hein, c'est 5 jours sans téléphone. J'ai pas réussi à le faire encore. Ouais. Mais tu vois, à un moment donné, il faut que je m'engage à le faire. C'est vrai que le téléphone, je me rends compte que, tu vois, là, on essaye de se mettre en place des disciplines. Alors là, la motivation, c'est plutôt pour les enfants. Nous, ça a commencé avec la découverte c'est une pratique juive qui est le sabbat. Le samedi. De vraiment tout couper. On n'arrive pas à le faire tout le temps, mais on le fait quand même assez souvent. Et pas de téléphone. Et en fait, il y a des moments où je passe un week-end et je me dis, putain, elle était vraiment bien ce week-end. Je me sentais bien et je me dis, mais qu'est-ce qui a changé? Zéro connexion. Et là, je me dis, j'avais pas le téléphone. Et c'est fou comme le téléphone, c'est un aspirateur mental, quoi. C'est fait pour ça. Ouais. C'est fait pour te rester éveillé. C'est dingue. Notifications tout le temps, tout. Ah, c'est un vrai défi. Il m'arrive de faire parfois le dry Facebook. Un mois sans Facebook. Alors c'est rigolo parce que quand tu fais ça, ils viennent te chercher. Ah ouais. C'est hallucinant. Ah non, c'est vraiment un aspirateur. Et comment tes enfants maintenant ils sont grands? Oui. Ils ont tous quitté la maison? Ah, il me reste Eva qui a 16 ans et demi. Ouais. Tu vois, qui passe en terminale et qui fait 1 semaine sur 2. Ok. Alors Eva, elle vit sa meilleure vie. Hein, parce que comme je suis parfois en déplacement, parfois elle est seule chez moi, elle kiffe, elle adore ça. Elle me dit, mais tu peux repartir quand tu veux. Elle a amené ses copines, tu vois. Et bon, après, c'est la dernière. Et ouais, je pense que elle vit bien sa vie, quoi. Mais bon, après, mes enfants ils sont heureux. Ils ont leur job. Ils sont bien dans leur peau, quoi. Tu vois. Quelles sont les leçons que tu as apprises dans ton parcours, dans cette relation que tu as créée avec tes enfants? Ta première, elle travaille avec toi. Ouais. Pour moi, c'est un indicateur d'une relation saine, quoi. Surtout de ce que tu me disais, c'est que c'est venu d'elle. Quels sont, pour des papas comme moi qui ont des enfants en bas âge, quelles sont selon toi des clés? Tu t'es dit, là j'ai été bon, là c'était bon, pour semer, pour avoir cette belle relation plus tard? Alors je vais te rassurer tout de suite, toute ma vie de papa j'ai flippé. Je me suis dit, mais est-ce que je suis vraiment un bon père?
Parce qu'il faut des règles, il faut un peu lâcher. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une femme qui était vraiment une mère très proche des enfants. Ouais. Je pense que c'est elle qui a donné la rigueur. Et moi, je donnais plutôt peut-être, tu sais, le fait d'aller voir plus loin. La confiance. Tu vois, là, ma dernière fille sort vendredi demain soir, hein, donc on est le 21 juin demain. Elle dort dans un appartement avec sa copine au centre-ville. Ouais, moi, j'ai confiance, mais la mère, elle m'appelle derrière en disant attention, comment ça va se passer, tu vois, donc il y a vigilance. Et donc, ce qui est intéressant quand on est un couple, en fait, c'est qu'il y a la personne qui fait le vigie, la vigie, et l'autre qui va lâcher du lest, en fait. Tu vois. C'est good cop, bad cop, quoi. Ouais, voilà. Alors après, j'ai fait ce que j'ai pu, en fait. D'accord. Tu vois, donc je me suis pas mis de pression. J'ai fait ce que j'ai pu. Quand je les ai accueillis, je me suis mis à cuisiner. Quand je prends des vacances, je pars avec eux. Je les emmène dans des endroits où c'est sympa, tu vois. Ils ont des petits kiffs. Là, on a un DJ connu internationalement, là, français, qui se produit en Andorre. Bon, bah voilà, pour fêter la fin de l'année scolaire, tout le reste, on y va, quoi, en Andorre. Ils sont super contents. Tu vois, c'est le... Donc, tu n'as pas été très intentionnel. Tu t'es laissé un peu porter. Je les ai laissés porter dans ce qu'ils voulaient faire. Tu vois, j'ai pas imposé des études, j'ai pas imposé... En fait, fais ce qui te plaît, quoi. Fais ce que tu as envie de faire. Ma première fille, elle est chez moi, elle est venue voir, elle a tapé à la porte, elle adore ce qu'elle fait, elle est amoureuse de son boulot, elle fait du marketing. Il y a des avantages, c'est ça. L'inconvénient, c'est que quand on prend des scuds, en fait, elle pense qu'on attaque son père. Alors je dis, mais non, en fait, quand quelqu'un n'est pas content, ça peut arriver, il attaque l'entreprise et pas le père. Donc, tu vois, il faut que parfois je rectifie et que je lui dise, tu vois, le missile, ben, hop, tu l'évites. C'est pas toi qu'on attaque, c'est pas ton père qu'on attaque, c'est l'entreprise. Et justement, c'est intéressant parce que ça nous permet de grandir et de nous corriger. Donc, nous, derrière, on passe notre vie à corriger ce qu'on fait. On fait plein de choses. Et donc, ça, c'est Pauline. La deuxième, elle est totalement différente. C'est la lumière, c'est Lucie. Tu vois, donc elle est dans l'événementiel, elle est dans la nuit. Voilà, donc elle était au concert de Big Flo et Oli. C'est les gens, tu vois, c'est la fête et les gens. Le troisième, lui, se cherche. Il s'est cherché sexuellement. Il a un copain qui est parti au Canada, donc il y va de temps en temps. Je lui dis, mais vas-y, fais ton expérience. Mais je lui dis sans trop lui dire, parce que lui, il est très famille, il n'ose pas trop, donc il se cherche, mais il est bien dans sa peau, tu vois. Alors, il est bien sans être bien, tu vois, mais je suis très à l'écoute avec lui. Parce que ce qu'il a vécu, c'est pas facile, tu sais, d'expliquer à son père qu'il est plutôt attiré. Mais je lui dis, mais je suis avec toi, quoi. C'est important d'écouter. Et puis la quatrième, elle a vu sa vie, quoi, hein, tu vois. Elle est première de sa classe, elle est contente, elle aime ce qu'elle fait, elle s'en va dans le marketing et la communication parce qu'elle est à l'aise dedans, quoi. Donc, en fait, je suis là sans être là. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense que la bonne définition, c'est je suis le père, je suis là sans être trop présent. Et depuis toujours, tu as fait ça ? Ou là, c'est parce que c'est une saison de vie ? On va dire que depuis que j'ai divorcé, mais en fait, tu sais, quand j'ai divorcé, j'avais vraiment la semaine papa, c'est-à-dire, tu sais, il faut les conduire là, il faut les conduire là, ils sont au sport là, je les emmène. Mais là, en fait, finalement, c'est pareil. Ouais. Ma fille, elle me demande d'aller là, je la conduis là. Mes grandes filles ont un souci financier, je suis là. Ouais. Mais je leur explique toujours, en fait, comment je vois les choses. Ok. Alors, ce que tu partages avec ta grande qui bosse avec toi, c'est quelque chose que j'ai observé chez plusieurs copains qui ont travaillé avec leur papa et ou même leur maman. Et j'ai remarqué que quand l'alchimie est bonne, ça peut donner comme un second souffle à l'entreprise parce qu'ils font partie des rares personnes qui vont dire les 4 vérités au patron. Et tu vois, moi, je pense à un ami, lui, son père était une personnalité assez publique, a une grosse communauté, et il lui a tout de suite dit, hyper ringard, papa, ce que tu fais, là, le choix des musiques, le costume, c'est has-been. Et en fait, personne n'avait jamais osé lui dire une chose pareille. Et le fait que cette personne-là rentre dans l'organisation, déjà, ça donne un nouveau regard, puis ensuite attire aussi
de la fraîcheur, des nouveaux profils qui n'auraient jamais peut-être trouvé leur place dans l'entreprise. Et moi, c'est quelque chose qui me fascine. Alors, je laisserai mes enfants choisir leur carrière, mais si je peux leur donner envie de venir, je pense que je le ferai, parce que j'ai envie qu'ils me donnent ce regard qu'à un moment, on a du mal à avoir. Alors, pour eux, c'est une pression. Hein. C'est une pression parce que tu es la fille d'eux, tu es le fils d'eux, donc il faut qu'ils l'acceptent. Et Pauline a travaillé sur ça beaucoup. Et donc, pour l'instant, ça va, quoi. Mais tu sais, ils ont des pressions, les enfants. Hein. Il faut que ça marche, il faut que ça fonctionne. En fait, ils se mettent des pressions tout seuls, quoi. Ouais. Donc ça, il faut le surveiller quand t'es le père. Ou la mère. J'ai vu un post LinkedIn d'une de tes filles qui disait et si on montait une boîte ensemble, je crois. Ouais, c'est la deuxième. La deuxième ouais. J'ai trouvé ça magnifique. Et tu as la photo. Ils sont tous les 4. Ouais, en fait, je les ai emmenés. On est partis pour mes 50 ans tous les 5. Et on a fait de la montgolfière. Et je me suis noté ce qu'elle dit à la fin. Elle a fait une lettre. Elle dit alors mes parents pourront en témoigner. 4, c'est 4 fois plus de charge mentale, 4 fois plus de stress, mais surtout 4 fois plus d'amour. Ouais. Et si je n'avais pas eu mes frères et sœurs, je ne serais sûrement pas la personne que je suis aujourd'hui. Et si nous fondions une entreprise à 4, affaire à suivre. J'ai trouvé ça magnifique. Je me suis dit, ça c'est un peu un life goal, moi aussi avec mes 4. Ouais, c'est beaucoup d'émotions. Hein. Ouais. Parce que je pense qu'ils baignent dedans. Nous, on en parle tous les jours. Donc, je pense que quand tu es dans une famille où tes parents sont chez l'entreprise, tu mets dedans, et donc ce qu'elle écrit, c'est, tu vois, c'est peut-être même le départ d'une mèche, tu vois, qu'elle allumera un jour. C'est génial. Quand elle sera prête, tu vois. C'est top. Et alors moi, un sujet en ce moment que j'ai envie de creuser, c'est cette dimension d'unité entre la fratrie. Moi, j'ai 2 grands en haut et 12 ans et 2 petites qui vont avoir 5 et 4. Très dur à créer l'unité entre les 4, alors peut-être parce qu'ils sont encore petits. Donc je suis vigilant aujourd'hui. Alors c'est peut-être une saison de vie, mais est-ce que tu aurais des conseils à me donner justement pour créer cette unité? Je vais te dire quelque chose de très bateau, il faut les laisser faire. Il faut laisser faire la fratrie. Ceux qui ont 12 ans, c'est eux les patrons, quoi. Hein. Donc là, ils donnent des leçons aux petits. Ouais. Voilà, les petits seront peut-être espiègles, donc ils feront des coups en douce. Moi, je vois les miens, en fait, tu sais, ils ont 3 ans d'écart, en fait, les 3 premiers. Et entre la première et la dernière, ils ont 10 ans d'écart. Et en fait, la première, c'est vraiment celle qui commande, en fait. Tu vois, c'est la rouge dans le disque, c'est... voilà. Donc, parfois, elle est crainte des autres. Mais par contre, c'est elle qui organise. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont tous différents, quoi. Donc, en fait, ils s'apportent mutuellement. Donc, quand Lucie explique qu'elle aimerait bien monter une boîte à 4, en fait, je valide parce qu'en fait, ils sont à 4 totalement complémentaires, quoi. Ah ouais. Mais je le vois, je l'ai vu dimanche dernier, quand ils se parlent, tu prends du recul et tu les laisses parler. C'est magique, quoi. C'est magnifique, quoi. C'est top. Beau. Donc, faut laisser faire le truc. Après, il y a l'adolescence. Oui, on verra. Ouais. Alors, dans un de tes rêves, tu disais écrire un livre. Ouais. Tu es en train de préparer un livre qui, je crois, va sortir en septembre. Oui. Sur les 3 piliers ou les 3 étapes pour justement développer son réseau d'affaires. Et surtout l'utiliser efficacement. Voilà. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Écoute, j'avais du temps à vouloir le faire, à vouloir l'écrire. Et je l'ai fait parce que je vois trop de gens errer dans les clubs et être déçus parce qu'ils attendent trop, en fait. Donc, ce livre, le titre, ça va être Club d'affaires ou réseau d'affaires, comment tirer profit efficacement. Alors, au début, c'était comment tirer parti, mais en tirer profit parce que finalement, il n'y a pas que l'argent. Tu apprends plein de choses dans un club. Une fois, je m'étais intéressé aux expériences et aux âges de mes clients. Donc, j'avais fait une conférence à 80 personnes et je posais la question avant de démarrer, qui a entre 0 et 1 an d'expérience? Sur 80 personnes, tu as 1, 2 personnes qui... Entre 3 et 5. 3, 4, 5 personnes. Entre 5 et 10, là, tu as un tiers. Entre 10 et 15, tu as un gros tiers, et plus de 15 ans, tu as le dernier tiers. C'est incroyable. Donc, on a des gens qui sont prêts à donner plein de choses aux autres. Et pour moi, en fait, je me suis dit qu'un livre pouvait
te permettent de transmettre quelque chose. Et aujourd'hui, dans les réseaux, je vois trop de gens qui sont attentistes et qui partent déçus. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'un réseau, c'est un endroit où tu dois donner. Si tu donnes pas, on ne te donnera pas. Donc, il y a des notions qu'il faut ancrer, c'est-à-dire le temps. Tu ne peux pas rentrer quelque part et demander aux gens de te filer des contacts. Moi, si je te demande de contact Céline Dion, tu vas me dire, attends mon gaillard, attends un petit peu, quoi, on ne se connaît pas encore. C'est vrai, c'est logique, on ne se connaît pas. Il y a le temps, il y a le sérieux, il y a l'ancrage, il y a le don de soi, en fait. C'est vrai. Donc, ce livre, il est écrit en 3 étapes. La première, c'est connais-toi toi-même. Tu vois, donc, c'est des tips, en fait, sur ce que j'ai expliqué tout à l'heure. En fait, le positif, le changement de mindset. Ne viens pas pour prendre. Si tu viens pour prendre, tu viens comme un requin, quoi. Et les gens, ils n'aiment pas ça. Donc, ils te diront gentiment, ciao. Viens, écoute. Parce que quand tu viens avec l'écoute, t'as pas du tout les mêmes yeux, t'as pas du tout le même regard. Fais un pitch. C'est pas la peine de saouler les gens pendant un quart d'heure pour expliquer ce que tu as fait dans la vie. Dis plutôt, moi, je suis pas agent immobilier. Je vends des maisons de rêve à des gens qui en rêvent, ou tu vois, mais quelque chose qui soit percutant. Prépare-toi. Ne viens pas en tongue, quoi. Parce que les gens, malheureusement, ils te jugent par ton physique et par ton aspect. Donc, si tu fais en tongue et que tu es conseiller en gestion de patrimoine, je suis pas sûr que je vais te recommander à ma grand-mère qui a 1 million à placer, quoi. C'est sûr. Tu vois. Donc, c'est plein de petits tips comme ça. C'est la première étape. La seconde, c'est ton entreprise. C'est qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? Tu cherches qui? Tu cherches quoi? T'es où dans 5 ans? C'est quoi ta valeur ajoutée? Comment moi je peux te vendre auprès de mes clients? Moi aujourd'hui je ne vends pas des métiers. Je propose des noms. Tu vois? Tu cherches un CGP? Je connais Vincent. Il est top. Parce que je l'utilise. Tous les gens que je recommande, en général, j'ai bossé avec eux. Donc ça c'est la partie 2. Et la partie 3. Et ben maintenant c'est les réseaux. C'est comment tu vas maintenant réseauter efficacement, quoi. Voilà. Et je te donne des astuces pour bien réseauter, quoi. Moi, je suis hyper content de t'avoir là dans cette conversation parce que je vois beaucoup sur les réseaux, on en parlait avant, plein de techniques pour développer son entreprise via le digital. Et je vois énormément d'entrepreneurs déçus qui disent « Mais pourtant, j'ai géré mes réseaux sociaux, j'ai essayé de travailler mon personal branding, je comprends pas, j'ai pas assez de clients, quoi. » Moi, je regarde, j'ai commencé mon entreprise, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, c'était il y a 16 ans. J'ai fait ça à l'ancienne. Recommandations, réseau, et je pense que c'est toujours d'actualité et que c'est très bien les stratégies en ligne de cold emailing avec des mails qui partent sur LinkedIn, de gros hacking, d'aspirer des bases, de inbound marketing. Moi, je suis un expert de ça, donc j'ai fait ça pendant des années de mettre ça en place, où tu crées des lignes magnettes pour créer des bases, qu'ensuite tu recontactes, des webinaires, tout ça, c'est très très bien. Mais c'est énormément d'énergie. C'est souvent assez long avant que ce soit rentable. Alors que aller dans des réseaux d'affaires, en tout cas, moi, je recommanderais à un entrepreneur qui se lance ou même qui est déjà en place, avant de mettre tout ça en place, déjà rencontrer des gens, essayer de le vendre, de se présenter. Et je pense que c'est ce que tu as mis en place, c'est une solution parfaite pour un entrepreneur qui a déjà peut-être commencé, mais qui a besoin un peu de décoller pour aller plus loin. Et je vois peu, en tout cas aujourd'hui sur les réseaux, je parle, de formateurs là-dedans. Alors, je pense que ça fait partie d'une réflexion globale. Tu dois faire du LinkedIn. Nous, on en fait. Ça nous donne d'ailleurs des demandes Internet. Alors, nous, on est une petite structure. Hein, tu sais, on a commencé en 2017. On avait 40 adhérents. On est passé à 1400. Et en 2017, j'avais 2 demandes Internet. Et j'étais content. J'étais même fier, en fait. Le site, il n'a pas changé. D'ailleurs, on est en train de réfléchir pour le changer maintenant, là. Et l'année dernière, on a eu 670 demandes. 670 demandes. Pourquoi? Parce que, alors, déjà, la provenance, c'est les bouche-oreilles. Oui. C'est, tu cherches un club, bah, va là-bas, c'est top. C'est convivial, quoi. Les gens cherchent beaucoup de convivialité d'abord. Donc, j'ai la chance d'être dans un marché qui est en pleine progression. Alors, chance et malchance. Malchance parce que tout le monde ouvre des clubs, tout le monde fait des promesses, et malheureusement, les gens sont déçus. Ok. Donc, on constate une consommation, tu vois. Les gens viennent,
Alors là, je vais te donner un exemple. Parce que cette personne, je vais l'appeler. Nous, en fait, on appelle chez nous les gens à 6 mois d'adhésion pour savoir si ça se passe bien. Et on appelle aussi pour le moment les gens qui partent. On essaie de comprendre pourquoi ils partent, en fait. Et là, j'ai mon collègue qui me dit, écoute, j'ai eu une dame, une adhérente dans telle ville, qui me dit, bah voilà, moi je fais du site internet. Je pars parce que j'ai fait 10 000 balles, mais je m'étais fixé 15 000, donc je m'en vais, j'ai pas fait assez. Et là, je me dis, mais c'est dommage. Alors déjà, je vais l'appeler parce que, en fait, il y a plein de façons de quitter un club. Il y a plein de raisons, en fait. Ça peut être une raison humaine, ça peut être une raison de manque de temps, ça peut être une raison que les mecs, je me plais pas que les autres, ça peut être, voilà. Et là, je me dis, mais en fait, la dame n'a pas compris. Elle est venue acheter, donc ça veut dire qu'elle est venue acheter. Elle a fait 10 000 balles quand même, hein. Bah ouais. Une adhésion de 1 500 balles. Bah ouais. Parce que tu fais 10 000 balles, hein. Mais pour le moment, après, si le client il est content, tu vois, oui. il y a de la récurrence. Mais bon. Et donc, je me dis que cette personne-là, si je ne l'ai pas au téléphone, elle va repartir ailleurs, elle fera le même schéma. Elle va être déçue. Bah oui. Elle va faire de club en club. Et c'est dommage parce que là, moi, j'ai un peu d'expérience, ça fait 20 ans. Et tu sais, les clients qui sont chez moi depuis, qui sont maintenant retraités, Et bon. leurs premières affaires, c'était 1000 balles, 3000, 4000. Mais au bout de 5-6 ans, ils faisaient des affaires à 150. Wow. Bah oui, parce que tu recommandes un mec, tu vois, tu recommandes un nom, une dame, une personne. Et ça, les gens l'ont pas, en fait, intégré dans leur process. Donc, ce que tu expliques, c'est important, le LinkedIn, le réseau. Oui, c'est long. Bah ouais, le temps, il faut du temps. C'est important. Mais effectivement, après, rien ne remplace, en fait, un verre de thé ou un verre de champagne à consommer avec modération, avec bonjour, David, moi c'est Vincent, tu sais qu'on a la vie, comment je peux t'aider? Ah, tu fais ça m'intéresse. Ah, t'as 4 enfants, putain, moi aussi. Ah ouais, et tout. Et tu fais de la com. Ah, tu fais des sites. Ah, bah, c'est trop bien, j'ai un projet. Et Et c'est parti. Tu dirais quoi à quelqu'un qui est un peu tétanisé par ça? Elle se dit, mais je sais pas comment je vais rencontrer les gens. Comment je vais m'y prendre, qu'est-ce que je vais lui dire, on va se regarder, je vais me sentir con. Ouais. Alors j'ai trouvé la solution. Chez nous, on a des animateurs. D'accord. Qui brisent la glace, quoi, tu vois. Et puis ensuite, après, effectivement, on fait des événements comme les speed business. Alors les speed business, ça fait 15 ans que j'en fais. Donc aujourd'hui, tout le monde en fait. Mais avant qu'on en fasse, nous, je dis aux gens, voilà, j'ai une petite astuce pour vous. 1, votre pitch, nickel. 2, venez écouter les gens et venez les aider. Parce que tous les gens arrivent avec les crocs. Bonjour, je fais ça. Et tu repars avec 0, quoi. En général, c'est 0 parce que les gens, c'est... Ouais. Tu vois, enfin, un peu le style. Donc, j'essaie de faire changer les gens. Parce que quand tu viens avec un mode écoute, t'es pas du tout pareil. Déjà, t'es zen. Moi, je le vois dans les clubs. Les gens, c'est tous des patrons qui font entre 30 000 euros et 2 millions. Tu vois, c'est la TPE. C'est des gens passionnés. Ils ont monté leur boîte. Ils ont hérité de leur boîte. Ils ont acheté une boîte. Ils sont hyper calés dans ce qu'ils font. Mais alors, commercialement, sincèrement, ils le savent. Hein. C'est compliqué. Donc, ils viennent dans les réseaux parce qu'ils se disent, bon, bah, ils vont m'aider, eux. Tu vois. Et quand on leur dit, bah voilà, l'adhésion s'étend. Ah ouais, quand même. Bah ouais. Parce que ce que tu sais pas, c'est que ton adhésion, moi, je la partage. En 3, l'animateur, je lui donne un tiers. Parce que lui, il a un job, l'animateur, mais il bosse aussi pour nous. Ah, ok. Après, tu as un délégué départemental qui va aider à monter la mayonnaise. Bah, il a aussi un tiers. Donc moi, j'ai qu'un tiers. Donc à partir du moment où le mec c'est ça, déjà, il prend conscience que c'est vachement pas mal, c'est honnête, c'est carré. Mais en fait, le mec va se mettre une pression, en fait. Il va dire, mais 1 500 balles, il faut que je les rentabilise. Donc souvent, je leur dis, ok, combien tu veux faire? C'est hyper important. Si c'est pas dit, les mecs, ils veulent faire 1 million, quoi. Bon, imaginons qu'ils disent 6 000. Bon, si ça marche, une fois qu'ils passent les 6 000, mais les gens, c'est incroyable, ils changent le mindset, ils deviennent plus cool, ils invitent des gens, ils sont contents, tu vois. Donc c'est fou, et j'ai toujours vu ça, les mecs, ils te mettent une pression pour 1 500 balles. Et moi, ça me surprend, 1 500 balles, alors peut-être parce que je suis dans des réseaux différents, mais moi, les réseaux d'entrepreneurs, alors moi, c'est plus dans le digital, ouais. Mais ça coûte à l'année entre 15 et 30 000 euros. Hein. Mais après, mais il y a beaucoup de formations, donc 1 500 balles. C'est le prix du marché. Des clubs, on va dire, réseau d'affaires organisés. D'accord. Bah, tu peux en avoir à 200 balles. Hein. Mais... 1 500 balles l'année ou par mois? À l'année. Non, mais c'est rien. Et les entrepreneurs, ils grincent des dents.
Parce que le marché fait que tu te situes sur des réseaux entre 200 € et 3000. Donc, Mais pour un entrepreneur, le principe d'un entrepreneur, c'est pas combien ça me coûte, c'est ce que ça va me rapporter. mais là, Juste le fait de rencontrer mais d'autres c'est- personnes sur comment ils vont, rien que ça n'a pas de prix, ça. le fait, même si je vends rien, mais que Mm. dernièrement j'étais à un événement, le gars il me dit, ben voilà, en termes d'optimisation fiscale, je fais ça, j'ai fait ça. Mm. À titre perso, je fais, oh, non, mais c'est dingue. Après Ça- l'autre, il m'explique, d'un point de vue charge, j'ai réussi à passer ça, Ça a pas de prix. boum. Ouais. Après, l'autre, il m'explique comment il a réussi à transformer sa boîte pour la rendre autonome, rien qu'en termes d'expérience, même si j'ai rien vendu de l'événement, j'étais pas dans ce mindset-là, mais je suis reparti et j'ai dit à la femme, mais le réseau, c'est C'est- incroyable, j'ai appris tellement de choses, c'est chérie, on va énorme. pouvoir changer ça. C'est énorme. Tu as tout à fait raison, parce que les gens sont en confiance. Et en fait, si tu poses les bonnes questions, tu as la réponse. Donc je dirais que chez nous, on a deux types de personnes. On a les gens qui sont focus sur le développement commercial, parce que c'est dur, parce qu'il faut trouver, parce que. Et les gens qui viennent parce qu'ils veulent sortir d'isolement, et puis ils ont des choses à dire qu'ils ne peuvent pas dire à leurs collaborateurs. Donc en fait, ils viennent se lâcher un peu, quoi, en fait, tu vois. Donc nous, on nous appelle le réseau hybride, parce que soit t'as notre confrère américain qui est hyper militaire, c'est que business, donc c'est dur, c'est militaire, c'est le bon terme, et d'autres qui sont plutôt associatifs, où le président, il est bénévole, hein, donc il se démène pour faire un truc comme il peut, où là ça coûte 200 balles, mais à un moment donné, quand le président dit aux autres, bah, maintenant c'est à qui le tour, personne ne veut le faire, quoi, parce que c'est quand même beaucoup de temps à passer. Et nous, on se retrouve entre les deux, avec des gens qui veulent faire des affaires plus la convivialité, et des gens qui viennent d'abord pour la convivialité et les affaires. Donc on essaie de trouver, tu vois, la bonne recette pour que ça fonctionne. Alors c'est sûr que nous, on ne fait pas une réunion business tous les mois, enfin toutes les semaines. On en fait une par mois, et on l'agrémente d'une réunion thématique. Parce que tu apprends plein de choses, mais moi j'ai appris plein de choses. Et est-ce que dans ton bouquin, tu as une partie sur ce qu'on appelle la questionologie, le fait de justement s'intéresser? Moi, je suis frappé quand je vais dans des événements d'entrepreneurs par le peu de gens qui posent des questions, qui s'intéressent. Moi, quand je suis là, je veux pomper les idées de tout le monde. Je suis là, j'ai envie d'apprendre. Déjà, les gens, ils aiment trop raconter leur vie. Ils aiment trop donner leurs astuces de fou, le déblocage de ça, leurs histoires de management, leurs erreurs. Et je suis frappé par le peu de curiosité, souvent. Alors, dernièrement, je parlais avec un entrepreneur qui a géré des très grandes boîtes et groupes dans le monde entier. Il disait, c'est très français, ça. Il dit, alors, en France, le fait de poser des questions, c'est pas trop culturel. Alors, ça fait intrusif. Alors, dans ce livre, en fait, j'ai mis une série de questions assez faciles, tu sais, ce que j'appelle les questions pour briser la glace, tu vois. Voilà, donc elles sont très simples, mais elles peuvent engager la conversation. Après, tu sais, dans un événement, et c'est ce que je leur explique aux gens, c'est souvent, moi, je dis le contraire de ce que j'enseigne, c'est-à-dire, en fait, dans les réseaux, il ne faut pas papillonner. En fait, tu ne peux pas faire le mien, l'année suivante l'autre, il faut t'ancrer. Mais quand tu es dans les événements, il faut papillonner. Tu vas voir David, tu lui poses 2-3 questions, et si David t'intéresse, tu dis voilà, est-ce qu'on peut prendre rendez-vous, on se voit, et là on va parler de façon plus intéressante de ce que tu fais, de ce que je fais. Là, en fait, tu y vas pour prendre des rendez-vous. Tu peux pas signer une affaire dans une soirée. Par contre, tu peux rencontrer des gens qui peuvent t'intéresser, et pour toi, tu vois, et pour ton montage juridique, ton développement commercial, ton développement personnel, tu vois, et pour aussi eux pour t'aider, quoi, tu vois. Donc pour moi, la règle, c'est j'ai 3-4 questions. Je viens, je pose 3-4 questions, et si je pense qu'il y a un intérêt, je propose à la personne de se voir après. De faire ce qu'appellerait un de mes confrères un tête-à-tête, tu vois. Moi, j'arrive pas bien à faire ça. Une fois que je me suis embarqué dans une discussion, je me suis embarqué. Ça s'apprend. Mais j'ai remarqué que j'ai un associé qui, lui, est un chasseur hors pair, tout l'inverse de moi, mais un vrai chasseur, comme on l'entend. Lui, dans une soirée, il va parler à tout le monde, mais il va faire exactement ce que tu dis. Il va sentir, tac, 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 ok, c'est bon, pas bon, paf. C'est un réseauteur. Voilà. Je le dirais, je sais pas si c'est un réseau, parce que réseauteur, il y a une dimension de relation que tu crées. C'est un bon commercial. C'est un très bon commercial. Oui, parce qu'il va à l'essentiel. Il va exactement. Moi, je pense que je vais pas à l'essentiel, je suis plutôt dans le relationnel. C'est une autre stratégie. Tu es en mode cool, tu viens te détendre. C'est une autre stratégie. Voilà. Mais tu sais, on peut aussi faire des affaires comme ça. Hein. Il y a plein de manières. Il y a plein de manières de faire.
Punaise, là on a bien parlé. J'aimerais te proposer de finir en me proposant un livre à lire. J'ai vu que tu avais toute une liste de J'en ai livres. plein. Alors, fais-nous une petite sélection sur différents sujets qu'on a abordés. Ouais. Alors, si tu veux faire quelques recommandations pour nos auditeurs. Alors, tout dépend de ce que tu veux lire. L'année dernière, en fait, j'ai lu 2 types de livres. Le livre sur l'émotion, l'émotionnel. Donc, tu vois, les livres sur, par exemple, hypersensible, prendre soin de l'enfant intérieur, trop intelligent, en fait. Voilà. Choisir sa vie. C'est Bentar, je crois. Lui, très, très bien. Très, très bon écrivain. C'est un conférencier d'Harvard, un prof d'Harvard. Voilà. Et après, Intuitio Gounel, bon, bah, ça, c'est autre chose. Kilomètre zéro de mode. Kilomètre zéro, j'ai beaucoup aimé. Et là, en fait, on va faire le livre Respire. C'est intéressant. Kilomètre zéro, c'est. Alors, Kilomètre zéro, c'est l'histoire d'une nana qui est dans une start-up qui bosse à fond la caisse, un peu comme toi, qui est à fond. Et sa copine lui dit écoute, j'ai un cancer. Donc, merde, mince, est-ce que tu peux me rendre service Ouais, ok, qu'est-ce que je dois faire tu dois aller au Tibet. Tu vois, si tu faut monter l'Everest, là. Et en fait, il y a un gars qui a un manuel pour guérir du cancer. Voilà. Et donc, il faut que tu ailles le chercher et tu me le rapportes. Génial. Donc, la nana, elle va là-bas, mais elle peste, quoi. Enfin, elle ne veut pas y aller. Puis finalement, elle se découvre. C'est vraiment. Alors, donc, c'est un roman de dev perso, alors. Ouais. Enfin, c'est un roman très intéressant, Kilomètre zéro. Je ne vais pas jusqu'au bout du truc, mais c'est à lire parce que franchement, la fin est très belle. Très bien. Et ensuite, tu as aussi. Alors après, j'ai lu un truc le soir, c'est Les Fourmis. C'est un vieux bouquin, tu sais. Weber, là. Weber, ouais, magnifique. Les Fourmis 1 et 2. Alors, je suis régalé. Ça, le soir, c'est avant de t'endormir, c'est top. Et après, sur la partie business, Imite de Gerbert, la prodigieuse. Imite très bien. C'est pour moi, je pense, c'est tout entrepreneur, c'est le must read. Ouais. Et si t'es pas un mec de la finance, moi je suis un mec du commerce, c'est pas de la finance. J'ai lu un truc hyper intéressant qui s'appelle Le Profit d'abord. Alors je pense que l'auteur c'est Mikhailovich. Le Profit d'abord. C'est un mec qui, c'est très simple. Il te dit, tu vois, en France, on va te dire vente moins les achats égale profit. Ouais. Maintenant, tu vas faire différemment. Tu vas faire vente moins le profit égale les achats. Donc, ça veut dire fais gaffe à tes achats, mec, et tu verras que tu vas mieux profiter de ta life, quoi. Le profit d'abord. Après, aussi Pépin, vivre avec son passé. Bon, tu vois, l'année dernière, j'étais plus sur le truc perso. Vivre avec son passé de Charles Pépin, très bien. La rencontre aussi, j'ai lu La Rencontre, très bien. Ça veut dire, si tu es chez toi, tu feras jamais rien. Si tu oses sortir, tu vas rencontrer des belles personnes. Et là, cette année, j'ai commencé par lire Bezos, Amazon, pour comprendre quel type il est, ce mec-là. C'est juste pour comprendre, voilà. Ensuite, avoir le courage de ne pas être aimé. Ah, celui-là, je viens de le finir. Voilà, excellent. Tu t'es pas pris une grosse claque excellent. En disant ça? Ouais, si. En fait, c'est savoir dire non, quoi. Tu vois, et on est tous, moi, j'aime bien faire plaisir. Donc, je dis jamais non, et à un moment donné, il faut savoir dire non. C'est ce qu'on expliquait au début. L'autoroute du millionnaire. Donc, bon, ça, c'est en fait prendre des voies qui sont plus rapides. Donc, tu ne peux pas être millionnaire si tu bosses tout seul. Donc, à un moment donné, il faut déléguer. Donc, il faut que tu crées un modèle qui se duplique. Donc, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Je duplique mon modèle. Voilà, intéressant. Ensuite, entreprendre pour être libre. Bon, là, c'est l'archevêque. C'est le mec de la licorne. Là. C'était pas mal. L'effet cumulé de Hardy. Très bien. L'effet cumulé. Bon, celui-là. Donc, lui, je l'ai lu très, très vite. Inarrêtable. Je viens de Tracy. Inarrêtable. Donc là, je viens de le finir. Excellent. Et puis là, je vais commencer un bouquin sur prendre la parole pour marquer les esprits. Génial. Voilà, parce que comme je fais une convention en septembre, il faut que je puisse marquer les esprits. Voilà. Après, le stoïcisme le soir. Voilà. Flamme de pierre de Ruffin, un excellent écrivain. Flamme de pierre, c'est un mec qui s'appelle Ruffin. Alors lui, c'est la qualité d'écriture magnifique. C'est l'histoire d'un gars qui est guide de haute montagne, et puis les guides, parfois ils font des câlins avec des touristes. Ils tombent amoureux d'une nana qui est extraordinairement belle, et il finit par l'argent à Paris, puis en fait c'est parce que c'est pas sa life, quoi, en fait. Donc il se casse, il repart chez lui, et puis finalement il va, je vais pas aller jusqu'au bout non plus, il faut le lire, et en fait il va voir que sa nana qu'il a jetée revient dans le pays, quoi. Voilà, c'est une belle histoire d'amour, mais c'est très très bien écrit. Voilà, Flamme de pierre de Ruffin. Ouais, là ça te transporte, quoi. Voilà, après j'en ai plein d'autres. Mais là, tu devrais faire une liste de lecture, toi.
Là, Je la fais chaque année. D'accord, tu la proposes. Chaque année, en fin d'année, la liste de lecture, je me la Tu fais la mets moi en tout ligne? seul. Non, je la... Mais là, Si, ma fille parfois j'en ai quelques-uns qu'on met sur les réseaux sociaux. en t'écoutant, ça donne envie de pouvoir rentrer dans le détail. Mais peut-être que je prendrai une petite photo de ta liste et puis bien on sûr, pourra la elle est là, proposer. mais c'est super intéressant. Alors après, je recommande de lire tous les jours. Voilà, parce que ça te fait rajeunir. Et c'est juste 20 pages. 20 pages, après tu notes les idées. Et dans plein de bouquins, alors je les note parce que tu vois, il y a tellement de trucs que j'ai lus que tu t'en souviens plus. Mais par contre, j'ai noté, tu vois, c'est un petit peu comme un nectar, tu vois. J'ai noté les idées. Et les idées, après, je les ressors. C'est génial. Voilà, c'est génial. J'ai appliqué ce qu'on m'a donné, ce qu'on m'a dit de faire. J'ai appliqué, en fait. Moi, la règle, c'est appliquer. Devenir un petit peu, tu vois, un petit peu réglo dans ce que tu fais dans ta life, parce que, toi, la journée, c'est 10 heures, quoi, tu vois. Donc, il y a plein de choses à faire en 10 heures. Même flâner, tu peux flâner. Faire partie du programme. Merci beaucoup, Vincent, pour cette discussion. Avec plaisir. Comment faire quand on a des enfants et une famille pour passer de salarié à entrepreneur ? Je crois que la première étape, c'est l'étape de l'alignement. Parce qu'ils sont bien beaux, tous les formateurs et gourous de l'entrepreneuriat sur les réseaux sociaux, c'est que pour la plupart, ils sont soit sans enfants, soit divorcés. Donc l'aspect famille et unité n'est pas très présent. Moi, je crois que c'est génial de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ça a plein de vertus, il y a une liberté, il y a de l'ambition. Mais si c'est pour flinguer sa famille, je ne vois pas du tout l'intérêt. Alors moi, je crois que la première étape, c'est l'alignement. Je crois beaucoup à cette phrase, l'union fait la force. Quand le couple et par extension la famille est unie, il y a énormément de force. Et pour monter une entreprise, il faut être uni et il faut beaucoup de force. Alors ce que je te propose, c'est dans ce document gratuit, c'est un PDF très simple, je te propose 50 questions. Tu vas organiser une soirée en amoureux, faire garder tes enfants et passer du temps à deux. Alors ça peut être un week-end si vous voulez plus de temps. Et je te propose 50 questions pour vous aligner, voir si vous avez la même motivation, voir les points de friction. Imaginez les scénarios positifs, les scénarios catastrophiques. Imaginez des plans A, des plans B, des plans C, mais aussi imaginez qu'est-ce qui va se passer si ça se passe bien. Est-ce que le couple, est-ce qu'il va s'y retrouver? Comment les enfants vont se retrouver là-dedans? Quels sont les caps à pas franchir? Quels sont les rituels à mettre en place? Le nombre de vacances que vous voulez avoir ensemble, les plafonds en termes de revenus, en dessous de quoi vous ne voulez pas descendre. Vous allez aussi aborder tous les sujets de gestion de crise, de communication, les attentes, anticiper les problèmes. L'idée, c'est de pouvoir savoir si vous êtes prêt à vous lancer, si le couple et la famille est prête à passer à l'étape d'après. Et vous posez aussi un certain nombre de questions qui vont énormément influencer le reste de l'aventure. Souvent, au début, il faut énormément de force. Alors, je te propose de télécharger gratuitement ce document, 50 questions. Il est tout simple, c'est un PDF. Tu le gardes sur le téléphone ou tu l'imprimes. Tu passes ces soirées en amoureux. Je te guide question par question pour pouvoir avancer.